bonjour à vous à la maison. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end. Nous, en tout cas, nous avons eu un week-end tout coloré, mais surtout chargé en émotions. Parce que vous savez, le samedi et le dimanche, on se pose toujours la question de savoir, mais qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je ferais de spécial pour les téléspectateurs de Monde de Femmes pour cette nouvelle semaine qui démarre. Alors, je vais penser à toute la communauté chrétienne du monde entier. Il est important de rappeler que hier, c'était le dimanche de Rameau. Dans toutes les églises chrétiennes du monde entier, c'est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. C'était une grosse célébration qui marquait notamment l'entrée à la semaine sainte. Alors donc jeudi, on parlera de jeudi saint, vendredi saint et le samedi qui sera naturellement la veille de Pâques. En tout cas, bonne semaine pascale à tous les chrétiens du monde entier. On espère qu'à travers ce dernier tournant de cette période de carême, vous allez pouvoir, rentrer véritablement en communion avec le Saint-Esprit. Parce que vous savez, c'est une période de conciliation, c'est une période d'introspection. C'est également une période où on décide de faire table rase et de repartir spirituellement sur de nouvelles bases. On rappelle à tous les téléspectateurs également qui ne sont pas chrétiens que vous aurez le droit et le devoir de nous accompagner dimanche lorsqu'on célébrera la fête de Pâques. En tout cas, rassurez-vous, à travers des invitations, ça et là, pour manger quoi, du riz, sauce tomate, poulet, spaghetti et boire un peu de jus. C'est ça également la célébration de la fête de Pâques. C'est une nouvelle semaine qui se pointe à l'horizon, je disais tantôt, avec beaucoup d'aspirations, avec beaucoup de challenges pour les uns et les autres, ça et là, sur l'étendue du territoire national. Et je vous rappelle que, comme tous les matins, vous n'êtes pas seul à nous regarder au Cameroun, parce qu'à l'étranger, à l'international également. Et j'appelle les uns et les autres à aller sur notre page Facebook, à nous suivre sur le digital. Facebook LTN TV officiel. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous, mais surtout, partagez le direct. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un tantinet triste. On parlera ce matin de fausse couche. Je vais prendre sur moi de définir c'est quoi une fausse couche, parce que nous avons quand même eu la chance d'avoir deux personnes ce matin qui représentent le corps médical. Aujourd'hui, on parlera des fausses couches. Il est important de rappeler que émotionnellement, c'est un moment assez chargé pour une femme qui s'attendait au bout de 9 mois à porter le fruit de ses entrailles dans ses bras, et cette grossesse sera interrompue d'une façon ou d'une autre, ou alors pour une raison ou pour une autre. On reviendra ce jour sur la définition d'abord étymologique et même scientifique du mot ou alors de l'expression fausse couche. On vous parlera naturellement des causes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter de consommer quand on est enceinte. Est-ce qu'il y a des boulots qui sont en proie à accélérer ou alors pousser une femme à faire des fausses couches? On en parlera avec vous sur ce plateau dans le cadre de cette production télévisée. Mais surtout, nous allons briser les tabous, parce que socialement en Afrique et au Cameroun, on a comme l'impression d'être un peu sale, d'être un peu souillé quand on a des fausses couches qui vont se répéter. Pourquoi est-ce qu'on devrait en arriver là quand on sait qu'aucune femme qui conçoit ou alors qui veut un bébé n'est contente de perdre sa grossesse à mi-chemin? Alors, et pour l'occasion, on aura également une invitée témoin qui nous a rejoint sur ce plateau. On parle de 6 fausses couches à son actif, à elle seule. Vous comprenez que c'est un moment plein d'émotions, mais c'est surtout une gangrène qu'il faut percer. Il est important de sensibiliser, et nous avons le droit et le devoir, à travers les thématiques et des plateaux comme ceci, d'éveiller les consciences. Alors bonjour, une fois de plus, installez-vous confortablement. Nous allons accueillir à présent le docteur Djoko. Bonjour docteur. Bonjour madame, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. Comment vous allez? Renouvelé pour moi quand je suis interpellé à partager avec vos nombreux téléspectateurs le fruit de mon savoir, plus de 18 ans d'expérience. C'est un plaisir pour moi. Je souhaite tout simplement que la lumière puisse être au bout de nos lèvres et qu'au sortir de cette émission, que les nombreux téléspectateurs puissent ne pas avoir des raisons de regretter d'avoir pris ce petit temps ce matin. Oh là là, merci infiniment. Alors, docteur
Djoko. On va rappeler que vous êtes maïticien et spécialisé en sciences et techniques de l'accouchement. Alors, pionnier de la collaboration entre médecins traditionnels et médecine conventionnelle, vous êtes un promoteur voilà, de formation sanitaire dans la ville de Douala. Après cette présentation, alors je tiens à Mondo Vision à vous dire merci. Merci d'avoir honoré à notre invitation ce matin. 18 ans d'expérience. Alors, je pense que les téléspectateurs ainsi que Miss Leno, nous sortirons satisfaites de cet échange avec vous. Parce que quand on parle de fausses couches, il est important de rappeler que seules les femmes sont concernées par ces cas de figure. Effectivement, parce que seule la femme porte en son sein le fruit de la vie. Voilà. Donc, je commencerai donc par dire que aujourd'hui, nous sommes à l'ère du berceau et ce qui ne se disait pas avant, c'est dit aujourd'hui. La science fait son bonhomme de chemin et on commence à expliquer de manière technique et scientifique les raisons pour lesquelles certaines choses nous arrivent. Et qu'avec cette nouvelle science qui commence à nous donner des résultats, on peut donc dire que, en ce qui concerne les fausses couches, on peut arriver à expliquer, à prévenir et même faire en ce qu'une femme qui souffrait de fausses couches ne puisse plus, n'est-ce pas, en souffrir. Je vais embrayer par l'introduction, par la réflexion. On va revenir vers vous tout à l'heure, le temps que les autres panélistes ne se sentent pas délaissés. Merci. Alors, Madame Lélé, bonjour. Bonjour, Miss. Bonjour à nos charmants milliers de téléspectateurs de partout au monde entier. Bonjour à nos docteurs. Yoyo, princesse, bonjour. Alors, vous êtes, j'ai envie de dire, très optimiste. Et ce sourire sur votre visage, j'espère qu'il ne vous quittera pas. Parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, on va toucher un point sensible, voire triste, de votre vie de femme. Comme vous l'aviez dit à l'entame, non, ça c'est hier a marqué l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Oui. Donc du coup, nous entrons dans la semaine sainte. C'est un lundi saint. Et les couleurs que j'aborde déjà prouvent que la sainteté fait déjà partie du crin-crin quotidien. Donc du coup, tristesse, non. Épreuve de la vie, oui. On vit avec et puis on s'en sert. La tristesse n'a pas de place. C'est une épreuve, c'est un autre chapitre d'une vie. S'il fallait écrire un livre sur moi, j'aurais des best-sellers, en tout cas. Dans chaque partie qu'on prendra. Qu'on aurait évoqué. Quel qu'en soit le sujet qu'on aurait évoqué, j'en prendrai et un bon auteur, écrivain me ferait des best-sellers. Alors, vous êtes ce que nous appelons dans le jargon journalistique, invité témoin. Alors, vous comptez, Madame Lélé, aujourd'hui à votre actif, 6 fausses couches. Oui. On reviendra vers vous tout à l'heure pour revenir justement dans ces moments assez douloureux du parcours d'une femme. Puisque nous avons présenté une femme, nous allons également introduire une autre très jolie qui nous a rejoint ce matin. Je vais faire un coucou à ma pasteur parce qu'il faut dire que c'est par son biais que j'ai pu rentrer en contact avec vous. Alors, Madame Karine Bokam. Oui, Karine Bokam, bonjour. Bonjour Miss Nono. Comment vous allez? Ça va. Et vos patients, comment ils vont? Non, ça va. Bon, ça va. Bonjour, chers amis, monsieur. Bonjour, chers auditeurs. Je tiens déjà, chers téléspectateurs, je tiens déjà à manifester la reconnaissance. Oui, ma reconnaissance envers ma pasteur, parce que c'est grâce à elle que je suis ici. Et je vous dis aussi merci parce que je vous dis merci à tout le plateau parce que sans vous, je ne serais pas là. Merci en tout cas, c'est nous qui vous remercions. Alors Madame Bokam, on va rappeler que vous êtes technicienne en imagerie médicale et conseillère obstétricale dans une clinique, la clinique La Patience, ici même à Douala. On va rappeler que vous êtes infirmière diplômée d'État, de base, de base, depuis plus de 10 ans déjà. Depuis plus de 10 ans. Voilà. Et vous officiez dans la ville de Douala. Alors aujourd'hui, on parlera de quelque chose d'assez sensible, puisque vous êtes une femme, et on parlera avec vous de fausses couches ce matin. Oui, madame. Le temps pour moi de revenir vers vous, nous allons accueillir Alice. Bonjour. Bonjour Miss, bonjour à tout le monde ici sur le plateau. Bon, vous savez pourquoi je ris, est-ce que je dois dire ça? C'est rare. Elle a compris. C'est-à-dire que c'est vrai que je n'ai cessé de la charrier en off avec... C'est la femme de Rahan, en tous les cas. En tout cas, la femme de Rahan, c'est Rahan des femmes. Voilà.
Donc, la Raham des femmes, c'est Raham. Raham. Mais attends, le fils de oui, mais lui est Raham et moi je suis quoi, Raham. Voilà. Oui, certainement. Le féminin de Raham. Merci en tout cas, Youyou. Alors, le week-end, il a été? Oui, oui. Bien même. Très riche en émotions, très coloré. Oui. D'où ma coiffure de feu. C'est-à-dire Femme de feu. Cheveux de feu, Sangoku. Merci en tout cas Youyou pour la bonne humeur. Merci en tout cas, vous venez requinquer du week-end. On espère que les téléspectateurs également. Et comme tous les matins, vous aurez le droit et le devoir, Alice, de planter le décor avec le coup de gueule. Yes. Aujourd'hui, on a dit qu'on parle des fausses couches, ça veut dire qu'on reste à l'hôpital. Je reviens donc et je dis ceci. Mon coup de gueule aujourd'hui, c'est au niveau des examens multiples que les médecins nous bombardent chaque fois qu'on entre à l'hôpital. C'est-à-dire que tu entres dans un hôpital, dans l'hôpital avec même 100 000 francs. Les examens seulement te prennent même 80 000. Quand on te donne l'ordonnance maintenant, même 25, tu n'as même pas pour acheter le médicament. Je vais donc savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on était à un certain âge là, il y avait certains médecins et même certains sont encore jusqu'aujourd'hui qui ne demandent pas autant d'examens. Parce que moi je sors fraîchement de l'hôpital où je me suis fait opérer et je vais vous dire que on ne m'a pas demandé plus de 5 examens et on m'a soigné. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu vas avec une femme enceinte à l'hôpital? On bombarde les examens jusqu'à... Je dis que tout l'argent, même l'argent du trousseau même, reste seulement au niveau des examens. Ce qui fait que quand on trouve même peut-être quelque chose, on vient maintenant, on te donne une ordonnance, tu n'as plus l'argent pour acheter les médicaments. Est-ce que les examens soignent? Je veux savoir. Parce que ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu avec mon enfant. On arrive à l'hôpital, seulement les examens étaient recto verso sur un carnet. Non, ils font les formats A4 là. Seulement, je dis recto verso, c'était seulement, je croyais même que de l'autre côté c'était l'ordonnance, mais quand j'arrive à la caisse, je vois ils mettent les prix, et après ils disent allez au laboratoire, après vous allez, ça vous faites là-bas, ça vous faites là-bas. Je dis c'est quoi? On dit ce sont les examens. Ah ok. Nous aussi on a accouché, pourquoi on ne nous a pas donné autant d'examens et on a bien accouché? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais commencer par vous, docteur Joko de Gaulle. Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux? Bon. Des examens à non plus finir. D'abord, j'aimerais préciser que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les médecins qui prescrivent des examens à n'en point fini. Donc, il ne faudrait pas globaliser. Oui, il ne faudrait pas globaliser. J'aimerais tout simplement dire qu'il y a les médecins de santé, il y a les médecins de maladie. Celui qui est médecin de santé, en réalité, ne vous prescrira pas beaucoup d'examens, puisque la symptomatologie à elle seule est indicatrice de la nature de votre mal, si bien que les examens, on a juste besoin de quelques pour confirmer ce que nous suspectons, pour poser notre diagnostic. Donc, je ne pense vraiment pas. Quand elle parlait tout à l'heure du bilan prénatal, le bilan prénatal, il est connu. Nous savons que quand... En principe, on doit faire quel examen? C'est-à-dire que dans un bilan prénatal... Dans un bilan prénatal, la première des choses, il faudrait qu'on se rassure que la femme ne porte pas une infection. Parce que les infections peuvent nuire au développement du fœtus. Et les infections qui ont une incidence sur le développement de l'enfant sont le chlamydia. Écoutez bien, le chlamydia, la syphilis, la gonocorcie, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C. Voilà les premières infections de base qu'on suspecte. Maintenant, il y a une deuxième catégorie. C'est la toxoplasmose, la rubéole, qui d'abord se manifeste même, c'est une maladie qui est très rare. Mais on fait justement par routine. Parce qu'aucune femme n'aimerait voir un enfant qui naît avec une malformation. C'est pour ça qu'à titre de prévention, nous faisons la toxoplasmose, la rubéole. Voilà. Maintenant, on fait de groupes sanguins pour déterminer est-ce que l'enfant qui naît là, il ne sera pas porteur d'un phénotype négatif qui va détruire ses globules. On fait à titre préventif. Voilà, généralement. Et au fur et à mesure que la grossesse évolue, et selon votre état physiologique, on peut faire l'albumine sucre pour voir si vous n'êtes pas prédisposé à développer une éclampsie.
Voilà. Et de temps en temps, si vous faites des pertes blanches, il faut en faire le prélèvement pour vérifier si ces pertes-là ne sont pas porteurs d'une infection. Vraiment. Il ne faudrait pas qu'on pense que la médecine, c'est la mort. Non. Voilà globalement les quelques examens qu'on peut faire. Dans une certaine mesure, et surtout l'examen le plus important, c'est le palu. Mais le palu, il est même gratuit parce que le ministère de la Santé subventionne même. Non, vraiment. Vous le dites comme ça, mais récemment, je connais quelqu'un qui a payé les médicaments, justement, qui étaient censés être gratuits. Parce que quand elle revient de l'hôpital, je pense que je vais me retourner vers vous, docteur Karim, et elle me dit, Nana, bon, c'est mon petit nom, j'ai acheté les médicaments, on m'a vendu les médicaments du palu. Je dis, mais pardon, moi je sais que les 3 comprimés, c'est souvent prise unique. Si je me trompe, c'est gratuit. Moi, oui, le TPI, merci. Moi, je l'ai gratuitement, et puis elle me dit non. Bon, je vais répondre à vos questions. Miss Nono, vous allez comprendre, ça dépend de où la dame est allée se faire consulter. Vous voyez, l'État subventionne les TPI, certes, mais à un moment donné, c'est en rupture. Et quand vous partez peut-être faire vos CPN dans une clinique ou dans un centre de santé, généralement, eux, ils le vendent. Par contre, quand vous partez dans les hôpitaux publics, c'est gratuit. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle des accouchements à 300, 400 000 dans les cliniques, n'est-ce pas? Par contre, l'État subventionné, c'est à 6 500 normalement. À l'hôpital? Oui, à l'hôpital. Est-ce qu'il y a une femme qui nous regarde ce matin qui a déjà accouché à 6 500? Non, je vous dis, devez nous dire, je vous en prie. Moi, je parle en fonction de l'OMS. Parce que si on s'arrête à ce que vous avez parlé que est-ce que normalement on le vend, donc ça vous veut dire que quand l'État donne, même jusqu'au moustiquaire, on le vend, par contre c'est gratuit. Donc c'est pour revenir à votre question que c'est un business que les gens font, mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal parce que les médicaments du palu, même chez les enfants de 0 à 5 ans, c'est gratuit. On dit que le traitement est gratuit, c'est gratuit. Mais sauf que c'est pas ce qui se passe derrière. La mère et le père, vraiment seulement quand nous avons... Seigneur Dieu, ou c'est parce qu'il m'avait vu en lunettes, Dieu seul sait. Il m'a donné une fiche recto verso. J'ai dit, donc, le problème même est lequel? C'est que dans la préliste d'examen qu'on te donne là, parce que c'est même une préliste pour moi, dans cette préliste-là, il n'y a rien qui vient en atome avec justement ce dont tu ressens. C'est-à-dire, on ne te donne aucun examen qui va directement avec le mal que tu expliques ressentir. À te faire croire que non, ce que tu dis là, c'est que ce n'est pas ce que tu ressens. Je peux comprendre que je vais venir dire que j'ai mal à la tête. On me demande les selles ou les urines pour savoir si ce ne sont pas, si c'est un problème. Parce que toute petite, même à la maison, la grand-mère disait toujours que si le problème de la tête se trouve dans le ventre, le problème du ventre se trouve... Parce que ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de décrire. Rien du tout. Maintenant, pour les produits, les médicaments qu'on vend, c'est monnaie courante. C'est gratuit parce que c'est affiché. Quand vous arrivez à la caisse, c'est même affiché à la porte de la caisse là, que les médicaments pour le traitement et même les examens, la prise en charge des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans paludéens, c'est gratuit. Mais c'est bon pour la fiche. Et quand tu te poses même la question, même la caissière pharmacienne, elle a ça, elle te dit que voilà ça, si tu as ton argent, tu achètes, si tu n'as pas ton argent, next, le prochain client, il sera plus intéressant parce que apparemment tu n'es pas, la santé, que le petit que tu respires là ne te plaît pas. Et elle nous menace même en plus. C'est ce que je vis, c'est ce que nous vivons. Et maintenant pour les factures, moi j'y ai roulé ma bosse, non. Pour les factures, quand tu vas payer les factures à la sortie de l'hôpital, on m'a dit maternité, oui, il y a une quittance officielle de 6 500. Après, maintenant, il y a autre charge à côté là qu'on ne t'explique pas. Plus maintenant encore, l'autre charge forfaitaire qu'on te demande de payer qui n'est pas... Qui n'a pas de facture, qui n'est pas traçable. Généralement, pour les femmes qui sont suivies par leur mari, qui doivent rendre compte à leur mari des différentes dépenses, elles ont des problèmes. C'est la raison pour laquelle parfois dans lesquelles vous les entendez râler envers les caissiers, parce que 5 francs qui sort doit être justifié. Elle sait où elle va, elle sait où elle sort, elle sait où elle va. Seulement les caissières ne sont pas toujours compatissantes. Il y a toujours, et même quand elles te font le mot, on fait ça avec le BIC, alors que même quand elles font les le examens sont à la machine. Et le mot là,
Mais ils ont Donc, un peut-être petit vous ne truc là, connaissez ils font pas. Le mot là, le mot qu'elles font pour envoyer, c'est à titre de comptabilité. Parce qu'à la fin de la journée, elles ont fait la comptabilité. Je comprends pour chuter, non, miss. Je comprends qu'on fait une... 5 secondes. Oui, on fait une liste d'examens simplement pour faire entrer de l'argent dans la caisse. Alors, merci. On va revenir à notre thématique principale, mais je tenais à rappeler à tous les médecins qui me regardent, vraiment j'ai une santé fragile et j'ai rien contre le corps médical au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas que, oui, quand je vais arriver là-bas, qu'on dise que mise encore toi ici aujourd'hui, vraiment, Karine, docteur Djoko, je vous aime comme ça, allez prenez, mais seulement ayez pitié également des poches des patients. Avec la conjoncture actuelle, quand on arrive à l'hôpital, on n'a pas beaucoup d'argent. Si on a 50 000, on estime que les soins, c'est-à-dire que les frais de l'hospitalisation à l'intérieur, la consultation, l'examen qu'il y a à faire, l'examen précis, ou alors le traitement. Mais docteur Djoko et Karine ont dit quelque chose, il y a, c'est-à-dire que seulement les symptômes qui devraient renvoyer à la maladie et pousser le médecin à être un peu plus précis. Qu'est-ce qui se passe avec le corps médical au Cameroun aujourd'hui? That is the question. Alors, on revient à notre thématique principale. Fausse couche, définition, symptômes, brisons et tabous. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle une fausse couche? Une fausse couche, c'est tout simplement l'expulsion du fœtus ou de l'embryon plus tard la 20e semaine de la grossesse. 20 semaines, vraiment nous sommes perdus. 20 semaines, c'est-à-dire 5 mois. Merci. Maximum 20 semaines. Au-delà, on n'appelle plus ça fausse couche. Voilà, donc il était important que les gens sachent qu'il y a une fausse couche, une différence entre fausse couche, un avortement et une menace d'accouchement, un accouchement prématuré. Alors, Karine, ça veut dire que quand on dit fausse couche, c'est en deçà de 5 mois. Non, quand on parle de fausse couche, c'est de la première semaine jusqu'à 20 semaines. Mais lorsqu'on parle déjà de grossesse prématurée, c'est de la 20e semaine jusqu'à la fin de grossesse. Oui. Donc on ne doit pas vraiment confondre ces deux phénomènes. Il y a des femmes qui disent j'ai fait une fausse couche de 6 mois, c'est à tort. Déjà à 6 mois, on parle de grossesse prématurée parce que il y a les femmes, si on parvient à faire, s'il y a un bon plateau, le bébé peut aller à la couveuse. À 6 mois. Oui, à 6 mois. Oui. À 6 mois. Et il est même viable. Pourquoi pas? Ils sont viables. Ils sont viables. Ils sont plus viables à 6 mois qu'à 7 mois. Oui, c'est ça. Alors, fausse couche, définition, cause et symptômes. On va d'abord s'arrêter au niveau des causes. Alors, et je vais vous dire vraiment sans vous choquer, qu'en dehors de Madame Lélé, qui est notre invitée témoin ce matin, hier, il y a une femme qui rentre en contact avec moi et qui me dit, Miss Nounou, je souhaiterais que vous abordiez un thème sur la santé. Et curieusement, c'est un plateau que nous avons préparé, vous et moi, Karine, depuis la semaine dernière, et avec le docteur Djoko. Elle m'écrit hier soir et elle me dit qu'elle est à sa 13e fausse couche. 13 fausses couches. Alors, Madame Lélé, quand vous pensiez avoir battu les records et que vous écoutez ce matin qu'il y en a qui arrivent à 13, 14, 15 fausses couches, ça fait penser à quoi? Record, c'est trop dit, non? C'est pousser le bouchon trop loin. Ce n'est pas un record, c'est une situation de la vie. Quand bien même je sais, moi particulièrement, que ce qui m'arrive n'est que un feuilleton. Il y en a qui vivent encore pire que ça. C'est simplement qu'on se dit que pourquoi et encore, c'est tout. Mais il y en a qui vivent des situations encore plus alarmantes que la mienne, s'il faille parler de moi, que la mienne. 6, c'était parce que ce sont les fausses couches, c'est parce que je restais dans... Je vous ai dit plusieurs fois ici, donc à mon actif, je vais dire, les conceptions sans résultat total chez moi, ça fait 9, non? Je vous ai dit, ça fait 9. J'ai 9 à mon actif des entrées non, et sans revenu. Maintenant, nous parlons des fausses couches. J'ai vite compris parce que peut-être je suis ESF. J'ai vite compris le thème parce que je suis ESF. Du coup, des fausses couches, j'en ai connu 6, des fausses couches. Et avant la 20e semaine, c'est ça? Oui, avant la fausse couche, c'est comme ils ont parlé là, de la conception, je veux dire de la fusion. La fusion, qui est embryonnage. Que la grossesse ait commencé son processus. Quand la grossesse a commencé, ça veut dire qu'il y a eu migration, il y a eu... Alors, il faut qu'on avance. Alors, la première fois, c'était après combien de semaines? 3 mois. Et 3 mois qui est 12 semaines. C'était à 3 mois.
Je suis même allée et puis j'ai même demandé qu'on me fasse. J'ai même demandé qu'on me fasse. Non, ça c'était pour la troisième fois, c'était à 4 mois. J'ai même demandé qu'on me fasse un cerclage. Oui. Et le docteur, comme il me connaissait, il s'est mis derrière. Tu sais que ça ne peut pas se faire. Et sauf que dans mon cas, il n'y a pas de signe annonciateur. Avant même, peut-être l'avantage que j'ai cru avoir, c'est que du fait de ma formation scolaire et professionnelle même, j'ai quelques connaissances. Alors, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Ça dit que vous portez une grossesse. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que c'est quand vous êtes très malade? Vous avez constaté que c'est quand vous étiez très malade que la grossesse lâchait? Ou alors vous vous levez un matin comme ça et paf? Les grossesses qui m'ont le plus dérangé sont celles qui sont présentes. C'est j'ai eu le résultat. Mais généralement, nous sommes en train de causer là. La toute première, je suis rentrée du marché. Je suis rentrée du marché. Je devais aller même à l'école et je vous ai toujours dit que je fais toujours les cuisines avant de partir. Je suis rentrée du marché et puis le sac pesait. Non, pas le sac, j'ai eu envie d'uriner. J'allais bien, puisque j'avais même déjà commencé... La cuisine? Non, mes visites. J'avais même déjà commencé mes visites aussi. Parce que puisque je suis ESF, je dis aux enfants ce que je fais, ce que j'applique pour ne pas me tromper dans le soutien de mes paroles ou de mes propos. Oui. Du coup, je suivais j'avais déjà commencé mes visites, j'avais déjà fait même 2 pour la première, j'étais déjà à 2 parce que je suis allée, la première fois j'étais à 2 mois, où je confirme, je suis à 2 mois. Donc du coup, j'étais déjà suivie médicalement parlant. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je vais faire le marché. Je reviens, je dépose, j'ai envie d'uriner. J'arrive aux toilettes, c'est occupé. Je retourne dans la chambre pour enlever mon vêtement. Mais l'envie est tellement pesante que je reste donc sur place. Et je dis donc que ça va descendre, je suis chez moi, non, c'est quoi le problème? J'attends non uriner parce qu'il n'y avait même plus le moyen d'aller prendre le seau et puis faire pipi dans le seau. Et puis je laisse donc que ça descend, sauf que ça descend, mais ça n'arrive jamais au sol. Je dis que je me baisse je veux me baisser pour voir ce qui se passe. Je fais là, je vois, c'est du sang. C'est du sang, et puis quand je constate que c'est du sang, ce que je fais, c'est que je prends un document de travail, oui. Je lis un peu les symptômes et je me rends compte que je suis en train de faire justement une fausse couche. Oui, je suis en train de perdre le sang. Je suis en train de faire une fausse couche. J'appelle à l'aide, on vient m'aider, on m'amène à l'hôpital. Sauf qu'avant de m'amener à l'hôpital, c'était déjà les caillots qui sortaient. Il n'y avait plus rien. Nous sommes arrivés à l'hôpital, on a fait le toucher, ça sortait car on m'a dit qu'on ne pouvait plus rien. On a aspiré. Oui. On a aspiré et on m'a mis sur traitement. Alors, on m'a donné une liste d'examens. Karine, je vous écoute. Ça dit que quelles sont les causes qui peuvent pousser une femme à en arriver là? Sauf que ce qui est intéressant, avant que je l'oublie, c'est que quand j'arrive à l'hôpital, le médecin me demande ce qui s'est passé. Je dis rien. Est-ce que je n'ai pas un partenaire violent? Donc du coup, il faut tenir compte de ça, puisqu'elle va parler du partenaire. Non, attendez qu'elle parle. Voilà, Karine. Ok. Bon, Miss, déjà, je réponds à sa question. Les causes de fausses couches, c'est vraiment un domaine très vaste. Et on ne peut pas déterminer vraiment la cause, parce qu'elles sont néfastes. À savoir déjà, nous avons le diabète qui est l'une des causes. Nous avons l'hypertension artérielle qui est l'une des causes de fausses couches. Nous avons la consommation excessive d'alcool, l'utilisation même des produits toxiques de la maison, genre eau de javel, détergent, tout ce qui est fort. Ah bon? C'est l'une des causes des fausses couches. Oui. Nous avons un dérèglement hormonal. Tant que vous ne connaissez pas déjà la stabilité de vos hormones, c'est pas évident. Nous avons aussi les inflammations de la paroi, de l'utérus en fait. Oui. Les inflammations de la paroi utérine, qui est aussi l'une des causes de la fausse couche. Les sports que nous pratiquons souvent, même seulement les activités comme vous pouvez emprunter une moto, vous tombez dans un trou sans vous en rendre compte et ça vous dilate le col. Donc les conséquences, ce n'est pas unique. Même l'obésité, c'est l'une des causes de l'obésité. Oui, l'obésité, l'excès de poids, c'est l'une des causes de fausses couches.
Donc c'est un peu ça. Nous avons la rubéole, la toxoplasmose, comme a dit docteur Djoko, parce que nous vivons à la maison avec des animaux. Oui, les animaux domestiques, c'est l'une des causes de fausses couches. Donc c'est un peu ça. Le sujet est trop vaste. Donc lorsque elle parle, moi je comprends déjà. Mais certes, le médecin a le droit, quand j'explique tout ça, vous comprenez, il a le droit de presser une panoplie d'examens parce que parfois on laisse entendre qu'une femme fait 3 fausses couches. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Là maintenant, il faut détecter le problème. On ne va pas seulement s'arrêter au fait que ça peut être une infection vénérienne telle que le chlamydia, la syphilis. Oui, certes, ce sont les trucs qu'on le fait parce que c'est le B.A.B.A. Mais sauf qu'on doit aller en profondeur. C'est quoi le souci? Pourquoi elle a ce problème? C'est un problème de col, c'est un problème d'infection, c'est un problème de maladie. Parce que je peux être diabétique sans le savoir. Oui. Oui, parce que nous sommes prédisposés. Si j'ai eu un papa diabétique et que je ne contrôle pas, même jusqu'à l'alimentation, même le manque de CPN, il y a les femmes qui ne font pas les CPN. Généralement, celles qui ont déjà fait 2 bébés. CPN renvoie à quoi? Bon, les consultations prénatales. Merci, vraiment, je suis perdue. Elle dit, bon, si j'ai eu à faire 2 bébés sans problème, pourquoi le 3e, je vais aller à l'hôpital? Donc vraiment, parlant des fausses couches, même seulement une carence en vitamine B9, B12, hein. Ça crée une fausse couche. L'anémie sévère aussi, le paludisme, comme a dit docteur Foucault. Le paludisme, ce sont des Djoko autant pour moi, ce sont c'est un secteur très vaste. Donc du coup, parfois moi je suis pas trop contre les médecins qui prescrivent vraiment les examens. Pourquoi? Parce que tout mal dépisté au départ se soigne. Tout mal dépisté au départ se soigne parce que quand vous arrivez dans un hôpital, peut-être vous dites oui j'ai mal à la tête, on vous prescrit uniquement aller faire sel et paludisme et voir je sais pas trop, urine en fait. Quand tu t'envoies faire 2 semaines après tu reviens à l'hôpital, il dit bon qu'est-ce qui n'a pas marché, peut-être le protocole n'était pas bon, il change le protocole, tu reviens. Toi-même ça te décourage, tu dis ah je m'en vais ailleurs. Dès que tu arrives ailleurs, celui qui te consulte, il te prescrit peut-être mieux de l'examen approprié à ton mal. Dès que tu retrouves satisfaction, tu dis ok, donc celui-là ne connaissait rien. Alors qu'il a juste eu peut-être pitié de tes poches, il a dit bon, je m'arrête juste à là, et quand il a prescrit, ça n'a pas donné. Du coup, donc c'est un peu ça. Pour moi, je pense que c'est toujours mieux de prescrire des examens. Là maintenant, en fonction de vos moyens, que vous dites vraiment docteur, je ne suis pas nanti, j'ai peut-être 100 francs, j'ai 200, qu'il essaie de dire madame oui, ceci vous pouvez le faire après, mais essayez de faire d'abord ceci. Donc c'est un peu pour répondre à la question. Alors on reste encore dans les causes avec vous, docteur Djoko. D'accord. Elle a parlé de beaucoup de choses. Voilà, à la suite de ce qu'elle a dit, et ayant compris le contexte de Madame Lélé tout à l'heure, j'aimerais regrouper les causes en grands axes. L'une des premières causes des fausses couches sont dues à la compatibilité entre les 2 parents. La compatibilité. Écoutez, ah bon? Oui, c'est vrai. La compatibilité entre les 2 parents. Voilà pourquoi. Laquelle? La compatibilité entre les 2 couples. J'y arrive. Allez-y. Voilà pourquoi est-ce que avant que 2 personnes s'y mettent ensemble, on demande de faire ce qu'on appelle les bilans prénuptiaux, au rang desquels on a l'électrophorèse et le groupage sanguin. Parce que nous entrons là au cœur des anomalies chromosomiques. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui ne pourront jamais faire un enfant. Donc moi je vais vous dire quelque chose. Quand une femme a fait plus de 3, 4, 5 fausses couches dans un ménage, on dit que le type là c'est un sorcier, il a vendu au banque de sa femme. Alors que oui, vous allez rire. Alors que peut-être le problème est ailleurs. On va vous demander d'aller faire les rites au village, d'aller laver les pauvres, donner les... Et c'est pour ça que j'ai commencé par cet aspect-là, les compatibilités. Il y a des femmes et des couples qui ne peuvent pas faire. Et même quand vous y arrivez à faire un enfant, il y a un enfant malade. Un drépanocytaire par exemple. Tout simplement parce que 2 parents porteurs des phénotypes SS se sont mis ensemble et ils ont fait un enfant drépanocytaire. Vraiment, il faudrait mieux ne pas accoucher un enfant que de faire un enfant drépanocytaire. Même si la science évoluant aujourd'hui, on peut déjà avoir des approches qui permettent de le faire vivre un peu plus longtemps. Donc je venais donc là pour dire qu'il y a des anomalies sur la compatibilité. Ça ne veut pas dire que toutes les fausses couches sont dues au problème de compatibilité. Maintenant, après avoir dit ça, je reviendrai maintenant sur les anomalies de l'utérus, qui sont très importantes, que les femmes sachent. Ça me passionne parce que c'est ce que je fais au quotidien. Et tous les jours, nous rencontrons des femmes qui ont ces mêmes problèmes-là.
Alors, quand je parle d'anomalie de l'utérus, je fais allusion à quoi? Prenons le cas de madame tout à l'heure. Elle sort du marché. La plupart des femmes qui s'en vont au marché, je m'en mets une ceinture qui doit serrer le ventre. Et vous savez que l'utérus et la vessie sont les deux voisins. Dans l'utérus, nous avons un enfant qui est en plein développement et donc la fixation, donc le développement n'a pas encore atteint son apogée, donc il est encore potentiellement à risque. Ça veut dire que c'est un enfant, c'est un cas où l'utérus doit être très bien entretenu. Il peut donc arriver que la femme ne sait pas que dans l'utérus, dans l'urine qui se fabrique, il y a une matière qu'on appelle l'urée. J'attirais l'attention des gens. Si vous mettez une barre de fer là et vous faites pipi dessus, une semaine après, vous viendrez voir que le fer s'est rouillé, il s'est divisé. Et pourtant, cette urine-là vient de votre corps. Il vient de votre corps. Alors, lorsque une femme enceinte commence donc à produire de l'urine et qu'elle n'évacue pas aussi rapidement, l'urine chauffe. Si vous avez déjà fait pipi sur votre main, vous allez vous rendre compte que l'urine chauffe. Bien sûr. Alors, lorsque vous n'évacuez pas à temps cette urine, la chaleur émanant de la vessie cette énergie-là va passer la vessie pour rentrer dans l'utérus. Et l'utérus est l'organe le plus vascularisé chez la femme. C'est-à-dire que c'est l'organe le plus sensible. Où est donc cette urine, la chaleur émanant va transverser directement dans l'utérus et fragiliser les cordes qui permettent donc à la grossesse d'être maintenue. Fragilise les cordes. Il suffit donc que vous faites une activité physique, par exemple, comme elle qui porte un sac. Quand vous portez le sac, ça veut dire que c'est la zone pelvienne qui supporte toute la charge. Cette charge doit être soutenue dans un corps où la chaleur est en train déjà de couper les cordes de l'utérus. Alors 90%. On se retrouve dans une grossesse qui peut lâcher. Vous allez faire tous les rites du monde entier. Si vous n'avez pas eu le temps d'étudier l'anatomie du contenu utérin, les voisins de l'utérus et comprendre la physiologie des forces qui se mettent en action, vous n'allez jamais poser le diagnostic. Voici un cas palpable où la femme peut se retrouver chaque fois en train de faire les mêmes choses pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans et obtenir le même résultat sans jamais savoir qu'il aurait fallu tout simplement qu'elle commence d'abord à ne plus porter les charges quand elle est enceinte, de deux, qu'elle ne garde plus les urines. Je viens de parler des urines et en vous montrant ce que tout le monde peut vérifier, ce que l'urine est. L'urine chauffe. Et une grossesse qui ne s'est pas encore, le fœtus qui ne s'est pas encore complètement développé est potentiellement à risque. À côté de ça, il y a ce que nous appelons les causes alimentaires. Je prendrai par exemple le cas de l'alcool ou de la cigarette. Oui, que madame le docteur c'est qu'elle a évoqué tout à l'heure. Alors, mesdames, ça ne veut pas dire que c'est chez tout le monde que ça se passe ainsi. Il y a des femmes qui sont qui sont nées de manière très solide. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas facilement influençables. Alors, vous devez savoir que quand vous consommez de l'alcool traverse la corde placentaire et l'alcool que vous buvez arrive chez l'enfant. Mais justement, donc permettez-moi, il y a des femmes qui sont enceintes et qui boivent. Il y a des disciples de Bacchus c'est pour ça qui vont boire. Oui. C'est-à-dire que... Nous ne parlons pas de celles-là. Nous parlons de celles qui ont eu des fausses couches. Nous aurons le temps peut-être de parler de celles-là. C'est pour ça qu'on dit que chaque femme a sa constitution organique. Il y a des femmes qui doivent rester sur les moustiques. Tous les moustiques du doigt doivent piquer. Elle ne fera jamais un palu. Mais il y a un seul moustique. Ça veut dire qu'à la base, sa constitution organique, elle a un système immunitaire très robuste. Il y en a qui n'ont pas de système immunitaire robuste. Yo-yo. Bon, ok. Je vais parler de mon expérience. Déjà, la toute première, parce que j'en ai fait un bon nombre. Mais la toute première, j'étais encore très jeune. Très jeune et... déjà, je ne sais pas comment est-ce que la grossesse l'a entrée parce que j'ai réussi à bagarrer pour que on ne... je ne sais pas comment c'est entré, mais quand même, si je peux être... Allez-y. Voilà. On parle de sensibilisation. C'était le tout premier qui devait normalement ouvrir la porte, mais sauf que je n'étais pas prête
Et alors, mais je suis quand même allé chez lui. Et pendant la bagarre, puisque quand il a proposé, j'ai refusé. Et moi, je voulais donc fuir. Et le gars m'a attrapé. Et on a réussi à bagarrer. Et quand on bagarrait, lui, tellement excité, il a réussi à le faire sur mes cuisses. Donc, entre mes cuisses. Mais je ne comprends pas comment je suis tombée enceinte. Parce que bien après, j'ai pas vu mes règles. Et j'ai pas vu mes règles pendant 3 mois. Pendant que je réfléchissais sur ce que je peux faire pour justement, parce qu'il ne fallait pas que les parents soient au courant. Mais un jour, je reste comme ça et je vais à la douche et puis je constate qu'il y a le sang qui coule. Je n'ai pas provoqué. Je n'ai pas provoqué. C'est sorti, je me suis dit, moi j'ai plutôt jubilé. À l'époque, vous étiez très petite, il faut préciser. Oui, parce que j'avais... non. Si moins de 20 ans, on va dire ça comme ça. Merci, parce que vraiment, si je donne l'âge là ici, je crois que... ça peut être compliqué. Au Cameroun, c'est là retourner, mais bon. Alors, ça, c'est déjà la situation. Moi, j'ai jubilé parce que j'ai dit, Dieu a exaucé ma prière. Maintenant, personne ne saura. Et ce qui fait que, même après, je ne suis pas allé faire des examens, rien. Je suis resté ma chose tranquille. La deuxième fois, c'est que c'est moi-même qui voulais. C'est entré, ça aussi fait 3 mois. Mais la deuxième fois là, je crois que c'était un peu trop risqué. Parce que 3 mois, je sais que c'est 3 mois, pourquoi? C'est-à-dire qu'à 3 mois, j'ai des douleurs atroces. Déjà, je n'étais pas bien pendant la grossesse, au point où même ma maman a appelé mon petit ami et lui a dit, si ce que tu as mis dans le ventre de ma fille là, va amener mon enfant, je ne suis pas d'accord. Entendez-vous? Parce que j'étais terriblement menacée. Alors, quelque temps, donc 3 mois après, j'ai eu une grosse douleur. Dans la nuit, j'ai réveillé toute la maison. Et puis le sang qui coulait. Et il y a quelque chose qui est tombé. C'est quand le truc là tombe que la douleur s'arrête. L'expression du sac gestationnel. C'est quand le truc là sort. Sac gestationnel. Ah, sac gestationnel. Voilà. Le sort, c'est là où la douleur s'arrête. J'ai dit à ma maman que l'affaire si. L'histoire, si là, c'est comme si je ne suis plus enceinte. Ah, tu es qui? Tu es qui pour dire que tu n'es plus enceinte? Ça peut aussi être... On m'a amené à l'hôpital. Mon col s'est refermé comme si j'étais enceinte. Et à l'hôpital, des sœurs, justement, on fait des examens. En fait, on me papote un peu, on fait des examens. On trouve que le col est fermé, on dit non. C'est juste un petit truc qu'on va te mettre sous traitement pour garder la grossesse. Alors j'ai encore fait 2 mois avec ce mauvais sang dans le corps. J'ai dit à mon petit ami, je n'ai plus la sensation d'être enceinte. Mon corps est bizarre. Oui, c'est ce que j'avais récemment. Oui, comme j'avais toujours froid, je suis devenu trop normal. Un genre là, je ne comprends pas. Allons un peu à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. C'était à l'hôpital central de Yaoundé. On me fait des examens. Et, en fait, j'ai expliqué tout le problème. Et puis, on m'a demandé de faire l'échographie. Et le type qui me fait l'échographie me stresse. C'est-à-dire que j'ai un problème avec l'hôpital, je ne sais pas. Il me stresse, il me dit, ah, c'est vous qui avortez partout là. Hein? Vous avortez. Et je me rappelle que j'ai lu sur le résultat, grossesse arrêtée depuis l'âge de 3 mois. C'est ce que j'ai lu. J'ai dit ça aux gens, ils ne m'ont pas cru. Maintenant, il faut faire le curettage. Et je vous dis encore que dans le curettage que tu entends, si je suis toujours avec le col fermé. C'est-à-dire que donc le col s'est refermé comme si je continuais à faire la grossesse. Et le corps a évacué naturellement vous avez appelé le sac gestationnel. Voilà. Alors, j'arrive encore à l'hôpital. Bon, au fait, après les résultats, il faut voir le médecin. Le médecin demande donc que je me fasse faire le curettage. Voilà. C'est tout le monde qui fuyait mon carnet. J'ai dit bien, dès qu'on ouvre, c'est-à-dire on est assis sur... Il y en a qui venaient d'elles-mêmes interrompre le truc et tout ça. Mais moi, j'étais là pour un traitement. Mais je vous jure, tout le monde m'a frustré dans cet hôpital. Parce que quand on ouvre mon carnet, c'est tout le monde qui dit, c'est le carnet de qui ici? Col fermé, pardon, je ne suis pas là. Et pas l'autre. C'est le carnet de qui ici? Ainsi de suite. Jusqu'à ce que c'est le médecin lui-même qui est arrivé, qui a ouvert, qui a dit col fermé. Ok.
Au fait, c'est mademoiselle à ce moment, je dis oui. Et il me fait entrer. Mais j'étais déjà morte où j'étais assise là. On a reçu tout le monde, même ceux qui sont arrivés après moi. Vous. On ne pouvait pas me recevoir parce que j'avais un cas. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon cas est... Spécial. Oui. Bon, entre-temps, on ne fait toujours pas les examens. Je ne sais pas quel est mon groupe sanguin. Je ne connais pas mon groupe électrophorèse. Je ne sais pas. Bon, bref. On a réussi à me faire le curettage. J'ai eu une douleur. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça fait chez tout le monde. C'est très douloureux. Surtout quand vous êtes jeune. Voilà. Je suis rentré parce que ils ont été... Apparemment, il fallait placer quelque chose d'assez spécial et ce n'est pas n'importe qui pouvait faire ça. C'est pourquoi les autres fuyaient mon carnet. Mais ils n'ont pas besoin de le faire devant moi. Parce que ça m'a fragilisé. Et du coup, ça m'a fait ne même plus avoir envie de porter une grossesse. Je crois que tout ça m'a fragilisé au point où, à chaque fois que je portais ça passait. Parce que je tremblais toujours. C'est-à-dire que je n'arrive pas à tousser. Je contrôle tellement mon corps que je ne suis plus normal. Je ne peux pas respirer fort. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas... Parce que je me dis peut-être... Bref. C'est compliqué dans tous les cas. Mais après, bien après, on m'explique que j'ai un groupe sanguin très rare. Le registre négatif. Oui. J'ai un groupe sanguin très rare, mais sauf que, bon... C'est des choses que pardon, passer la parole à quelqu'un d'autre. Alors Karine, on va vous donner le temps de respirer un tout petit peu. C'est pourquoi j'ai dit, dans la vie d'une femme, on a des moments chargés d'émotions. Et ça peut arriver, des fois, sur un plateau télé, qu'une émotion refasse surface et qu'on se lâche, qu'on se retrouve dans un moment de fou rire ou dans un moment de pleurs. Karine, donc, alors, comment expliquer justement ces deux cas de figure? Moi, je vais dire que dans les deux cas de figure, il faut déjà vraiment savoir dès la base l'origine de ces fausses couches. Il y a une dame qui a écrit tout à l'heure où elle disait qu'elle a connu 7 fausses couches. On va revenir tout à l'heure avec... C'est justement ça, il faut déjà savoir l'origine parce que vu les causes que Dr Njoko a aussi énumérées, et moi je pense que dans toutes ces causes, on pourra trouver vraiment le problème. On pourra trouver, parce que moi je ne peux pas accuser peut-être le voisin ou la voisine. C'est toujours ce qu'on dit, on dit que le bailleur le serpent dans les toilettes. On vous dit que la maman qui est au quartier, qui est vieille là, c'est une sorcière, elle a mangé les enfants dans le ventre des gens. Mais malheureusement toujours faux aussi. Oui, qui n'est pas toujours faux, mais nous il faut vivre pour le savoir, il faut l'avoir vécu pour le savoir, qui n'est pas toujours faux. Sans pour autant vous reprendre la parole, et donc je dis à quelqu'un d'autre, ça serait arrivé à quelqu'un d'autre, que je vais me poser de nombreuses questions. Mais je dis, comme j'aime pouvoir avoir le dit chaque temps en me vantant, je suis une ESF de qualité, pas une ESF de quantité. Tout à l'heure, dans les coulisses, on parlait de la qualité des étudiants, des apprenants. Moi, j'ai été moulée par les meilleurs. Et même quand j'étais encore à l'école d'apprentissage, la puriculture, c'était mon dada. Donc du coup, même quand on nous envoyait en stage, même les docteurs avaient déjà remarqué que j'ai un intérêt particulier dans ça. Donc que ça m'arrive à moi. On va parler du stress, je sais les conséquences du stress. On va parler de l'alimentation que je connais comment faire. On va parler de quoi? Je dis, j'étudie mon corps. On va parler de la réserve des acides. Non. Mais attendez, de quoi est-ce qu'on parle? Quand tu arrives à l'hôpital, parce que parfois même, ça peut t'arriver par ignorance. On va dire ça, on accepte qu'il y a l'ignorance quelque part. Mais l'ignorance, on ne peut pas être sommé d'une telle chose. Est-ce que, quand on n'a pas voulu, c'est une chose. Mais quand tu as voulu et que tu attends, tu vas dire que non, tu as ressenti X ou Y. Et peut-être c'est parce que tu as été en colère hier, peut-être c'est parce que tu as mangé quelque chose et tu as fait une allergie, peut-être. Mais on va parler à quelqu'un qui a fait son électrophorèse quand elle fréquentait encore. Bon, je peux répondre à sa question. Allez-y. Voilà. Déjà, vous allez comprendre que vous allez dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est pas toujours ça. Peut-être avant la journée même qu'on est en train de parler, vous avez sucé peut-être les ananas.
Est-ce que vous ne savez pas que les ananas, c'est l'une des causes des fausses couches? Mais sauf que, est-ce que je fais de l'allergie? C'est pas l'allergie, c'est pas l'allergie. Peut-être vous consommez beaucoup d'épices, peut-être vous avez pris de raisin, peut-être vous avez pris de papaye. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans ce problème Alors, de fausses couches. alors, ça veut dire que les ananas sont dangereux? Je vais vous expliquer plus tard. Donc c'est une façon de vous dire, madame, que ce que vous dites n'est pas pratiquement ce qui est. C'est pas toujours peut-être à cause des examens et tout, mais sinon, dans la majeure des cas, les examens, c'est l'une des bases des fausses couches. Il y a plusieurs femmes qui ne font pas les visites prénatales. Pour celles-là qui vont, il y a plusieurs trucs qu'elles font. Un peu comme le docteur a dit ici, il y a une femme peut être enceinte, elle consomme l'alcool. Quand elle prend l'alcool, de la même façon, tu bois l'alcool, tu dandines. C'est la même chose que le bébé ressent dans le corps. Et c'est comme ça qu'une fausse couche peut arriver. Il y a parfois, tu as un partenaire qui vient, il te prend avec des positions qui n'est pas catholique. Ah bon? Oui, tu peux avoir une fausse couche. Pardon, Donc, vraiment, Karine, attendez, oui, on va mettre une pause. Que les femmes qui nous regardent là, qu'elles écoutent et que les hommes aussi nous écoutent. Ça veut dire qu'il y a des positions à ne pas faire. Il y a des positions à ne pas faire. Pourquoi? Parce que même à l'hôpital, on le dit. On parle de l'anidation. L'anidation, c'est quoi? C'est la fixation de la cellule œuf dans l'utérus. Lorsqu'il y a cette nidation qui est la fixation, l'embryon n'est pas encore stable. Donc du coup, quand il y a un peu de mouvement qui n'est pas catholique, directement, on peut avoir l'expulsion. On refuse quelle position, par exemple? Donc, non, vraiment, c'est un sans tabou, hein, parce qu'il faut bien qu'on éduque les uns et les autres. Bon, quelle position, par exemple, il y a les hommes peut-être qui aiment porter la partenaire lors des rapports sexuels. Ils cognent. Il y a les hommes, par exemple, la femme enceinte, l'embryon n'est pas encore stable, il se fait, s'il est gros, si c'est un monsieur avec un gros ventre, il se couche avec tout son poids sur le bébé, il fait pression sur le bassin, et directement on peut facilement avoir une fausse couche. Ou même soulever les deux jambes. Oui, il y a plusieurs positions qu'il faut éviter. Il y a plusieurs positions. Généralement, la position la plus conseillée, il y a la position missionnaire. Oui, je ne sais pas comment on appelle. Papa et maman. Oui, papa et maman. Et aussi à cheval. Ce sont des positions recommandées. Même quand la femme est en désir de maternité, oui. Donc il y a des positions à ne pas. Un homme peut dire, il porte ton pied, il met au niveau de sa hanche ici, là. Il est en train de dilater ton col sans s'en rendre compte. Et déjà, même le sperme, bref, c'est un peu ça. Merci infiniment, donc vraiment, c'est-à-dire que... Merci. Alors, docteur Djoko. Alors, je vais donc en complément. On reste dans les causes. Oui, dans les causes. Alors, je parlais tout à l'heure des problèmes d'incompatibilité. Je suis arrivé maintenant avec la forme des anomalies de l'utérus. Oui. Et madame a parlé de son cas. Je pense qu'il est important que je revienne là-dessus pour expliquer. Vous savez la différence avec nous, c'est que nous, les gens ils viennent tous les jours à l'hôpital parce qu'ils rencontrent des problèmes. Et nous avons donc la lourde responsabilité de leur donner une réponse et de sorte à ce que la réponse que nous leur donnons puisse remédier à leur situation. C'est ce qui nous a amené, nous autres, à faire des études un peu parallèles. Alors, je reviens sur le cas de madame pour montrer comment l'antécédent peut être la cause du nouveau problème. Et il est important ici de montrer l'influence de la psychologie, de l'émotion sur le développement d'une grossesse. C'est très capital. Nous n'étudions pas souvent ça dans nos circuits, mais j'ai appris parce que j'ai étudié les médecines parallèles. Qu'est-ce qui se passe au moment de la conception? Elle, par exemple, elle n'a pas expressément étudié le mot viol, mais si on entre au fond, ça s'apparente à ça. C'est-à-dire que forcer et d'avoir des rapports avec une femme contre sa volonté et contre son consentement. Et de ce rapport va naître une grossesse qui est indésirée. Alors, comment est-ce que le cerveau interprète ce genre de grossesse? Et quels sont les mécanismes physiologiques qui se mettent en place et qui vont concourir, qui seront la base de toutes les autres fausses couches qu'elle a faites? C'est que lorsque vous ne voulez pas de quelque chose, votre corps sécrète une hormone qui refuse la grossesse. C'est-à-dire que vous dites, je ne veux pas de cette grossesse. Et vous dites, vous voulez mieux que cet enfant sorte. Et vous le dites avec l'émotion la plus ardue possible.
alors votre cerveau va sécréter une hormone de destruction. Que vous le vouliez ou pas, votre cerveau va sécréter une hormone de destruction. Cette hormone de destruction va d'abord partir du subconscient, va entrer dans la conscience, va passer par le sang et venir se loger dans l'utérus. Votre désir qui était de ne pas avoir cette grossesse va se concrétiser. Et c'est ce désir-là qui va donner naissance à la fausse couche. Maintenant, le rapport entre cette fausse couche et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez refusé quelque chose, le corps, le cerveau va l'interpréter comme quelque chose de néfaste pour votre organisme. Et il va l'emprisonner dans la porte du subconscient. Je ne veux pas de grossesse. Je ne veux pas de grossesse. Alors, l'information est refoulée dans votre subconscient. Chaque fois qu'une grossesse va entrer dans votre utérus, cette information négative influe dans votre subconscient, va refaire surface. C'est-à-dire que les hormones de destruction vont redescendre dans l'utérus. Vous allez aller n'importe où. Vous allez appeler ça la sorcellerie, mais ça c'est le langage scientifiquement explicable et technique. Chaque fois, ça va redescendre. Et vous allez voir, ça va revenir toujours au bout de 3 mois. Ce n'est pas un phénomène au hasard. C'est que le 3 mois, c'est la phase pendant laquelle l'acte, la répulsion s'est faite et vous avez acté que je ne veux pas de ça. Et chaque fois que vous allez concevoir, l'information surgit dans votre subconscient et descend tout doucement. Parce que le corps ne connaît pas. Quand le corps conçoit, le reste est régulé par l'esprit, par la conscience. Donc c'est ça votre problème, le problème de votre fausse couche. Et maintenant, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe pour que vous arrivez à donner naissance à un autre enfant? C'est qu'à un moment donné, vous prenez vous-même conscience de manière indirecte que vous pouvez être la cause de votre problème. Et vous faites le vœu intérieur que je veux que cet accouchement aille jusqu'à son terme. Ce vœu-là est celui qui va détruire les hormones de destruction que vous avez sécrétées et qui sont enfouies dans votre conscience. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui se régule dans vous-même. Au départ, vous avez dit, je ne veux pas de grossesse, tellement la charge émotionnelle a été forte qu'elle a été enregistrée comme c'est un programme. C'est un programme. Alors, lorsque la grossesse arrive, le même programme qui n'a pas été détruit va se mettre en exécution. Et c'est lui qui sera à l'origine de la fausse couche. Ainsi de suite. Jusqu'au jour où vous dites que je suis prête intérieurement. Qu'est-ce qui m'arrive chaque fois? Ça va passer par les formes de prière qui ont pour but de renforcer votre confiance en vous. Ce n'est qu'à ce moment-là que le programme que vous avez conçu sera détruit. Et ça peut arriver quand vous êtes allé chez un prêtre. Lui, vous allez penser que c'est le prêtre exorciste qui a fait, mais il n'aura que concouru à renforcer votre esprit. Alors vous allez anéantir le programme que vous-même vous avez conçu. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à faire les enfants. Alors maintenant, on a expliqué ça psychologiquement. Je souhaiterais également qu'on revienne sur le corollaire qui existe entre la grossesse, c'est-à-dire que les 5 premiers mois ou les 3 premiers mois de grossesse et l'alimentation de la femme enceinte. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'il y a des repas, des aliments qui sont prédisposés à, je vais dire quoi, à pousser une femme à faire une fausse couche? Docteur Karine. Oui, oui, Miss Nono, il y a les aliments qu'il faut limiter déjà chez la femme enceinte, comme quand on est premier trimestre. Lorsque je parle de premier trimestre, on voit directement 3 mois de grossesse. Oui. Donc, du coup, comme j'ai parlé de la nidation, quand l'embryon n'est pas encore stable, il y a beaucoup d'aliments qu'il faut vraiment bannir de son plat. Comme il y a quoi, par exemple la consommation de beaucoup d'épices. Oui, les épices en grande quantité, c'est pas bon chez la femme enceinte. Il y a la consommation des fruits, comme j'ai parlé, l'ananas, la papaye. Mais à l'hôpital, on dit qu'il faut prendre les fruits. Ça dépend donc de... Parce que les aliments dont je suis en train de citer, l'ananas, la papaye, les raisins, ils ont un enzyme, on appelle ça l'enzyme, ils ont un enzyme qui... ils ont un élément qui contient un enzyme en fait, qui peut provoquer un déclenchement prématuré de la contraction. Oui, ils peuvent créer une contraction utérine. Oui, oui. Donc, il y a les aliments. Vous allez chercher, on va vous dire, l'ananas est vraiment interdit chez la femme enceinte. Ce n'est même pas conseillé chez la femme enceinte. Pour celles qui aiment vraiment l'ananas, elles peuvent prendre les ananas en très petite quantité. Par contre, vous allez voir comme... Vous avez dit le raisin, oui, le raisin, les ananas oui, et les papayes. Oui, les papayes. Ce sont des fruits vraiment à éviter.
comme j'ai parlé aussi également des épices, il faut vraiment réduire les épices dans des plats. Parce que nous avons par exemple comme le clou de girofle, je prends l'exemple du clou. Le clou de girofle, c'est comme, oui, c'est pour la fertilité. Les femmes prennent ça parce qu'elles ont besoin de bébés. Imagine-toi, tu te lèves le matin, tu te mets à boire le clou de girofle parce que tu as peut-être une infection. Tu dis, bon, comme j'ai les démangeaisons, on m'a dit, on fait le bain de siège avec, où on boit et tout. Et c'est l'un des condiments quand même qui n'est pas trop bien chez la femme enceinte. Donc il faut éviter. Par contre, nous avons les aliments comme l'avocat, si je peux dire ça ainsi. L'avocat déjà, lui, il joue un rôle très important pour la femme enceinte. Pourquoi? Parce que il y a les femmes qui ne prennent pas les fer, les acides foliques. Par contre, l'avocat en a vraiment en grande quantité, oui. L'acide folique, déjà, son rôle, c'est d'aider la femme. Ça joue contre comment je vais dire, les malformations congénitales. Ah bon, les avocats? Oui, les avocats. Oui, les avocats, elles jouent un rôle vraiment très important dans le plat de la femme enceinte. Nous avons par exemple le poisson, nous avons le thon, nous avons le saumon autant pour moi. Nous avons également le maquereau qui est très riche en oméga, qui est riche en vitamines B12 et 9. Nous avons aussi, je peux dire, l'orange qui est très important chez la femme enceinte parce que lui, il est riche en vitamine C. Tu vois une femme qui consomme généralement les oranges, elle n'est pas trop fatiguée, elle est toujours en forme. Bon, nous avons aussi l'organisme. Donc du coup, ton organisme n'est pas la mienne. Du coup, si tu connais tout cela, ça va t'aider parfois à limiter, soit à réduire certains risques. Merci. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit, mais ma mère aussi, ne prends pas de nana quand tu es enceinte. Mais je ne savais pas pourquoi. Elle qui n'est pas spécialiste du corps médical ne m'a jamais véritablement expliqué. Mais par contre, une grand-mère m'a dit que les taches d'ananas, là, ça va sortir sur le corps de l'enfant. Ça, c'est you quand j'étais enceinte. C'est-à-dire que oui, je l'affiche. Elle m'a dit que non, les nanas, là, les taches de l'enfant vont sortir avec la gale au corps. C'est ce qu'on nous a dit. Le problème de l'ananas, moi, je défends généralement l'ananas à cause de sa capacité à retenir l'eau. L'ananas est l'un des fruits qui joue beaucoup à la rétention. Oui, et son enzyme est très fort. C'est pas très c'est pas bon. Dans tous les cas, nos grands-mères savaient qu'il ne faut pas le faire, mais je crois qu'elle n'expliquait pas bien, ou alors elle expliquait. Elle n'avait pas expliqué ça comme ça, merci. Mais elle nous disait autre chose, que ça va plutôt attaquer la peau de l'enfant. Voilà, ce que je vais ajouter juste à la suite, c'est que chaque étape de la grossesse a ses besoins. Nous prenons par exemple le cas de l'ananas. La raison pour laquelle on ne doit pas consommer l'ananas, je précise toujours, surtout en début de grossesse, est la même raison pour laquelle on peut consommer l'ananas en fin de grossesse. J'espère que les dames qui me regardent, qui nous regardent parce que c'est ce que je pratique. Oui. En début de grossesse, l'ananas contient des protéines qui peuvent fragiliser le col. Et conduit donc à un avortement si certaines conditions sont réunies. Voilà pourquoi en début de grossesse, on ne devrait pas consommer l'ananas. Mais si vous avez par exemple une femme qui souffre d'un oligohydramniose, c'est-à-dire que assèchement de l'eau dans le placenta, alors l'ananas en ce moment-là devient le fruit qu'on oriente. Vous voyez un peu. Et en fin de grossesse, c'est le meilleur fruit. Parce que voilà, il contient de la bromélanine. C'est une protéine qui joue comme un anti-inflammatoire. Il réduit non seulement le temps de travail, mais il réduit les douleurs. Je parle de l'ananas qu'on a interdit au début de la grossesse, mais à la fin, c'est le fruit le plus merveilleux. En fin de grossesse. C'est-à-dire 9 mois. Oui, à terme déjà, dans les 34 semaines. Mais les 5 premiers mois, vraiment, ne touchez pas. Mais en fin de grossesse, c'est le meilleur. Vous allez avoir. Par exemple, on va vous prescrire les ovules pour assouplir votre col. Moi, je ne vous prescrirai pas les ovules. Je vais vous demander d'aller consommer de l'ananas. Parce qu'en consommant l'ananas, une semaine après, votre col sera fragile, donc mieux mature et prêt pour l'accouchement. L'ananas. Il y a également, quand on parle des registres des plantes, voici donc la citronnelle. La citronnelle est une plante qu'on ne devrait pas consommer en début de grossesse. Pourquoi? Parce que c'est une plante diurétique. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup pisser. Et ça fatigue le col. Et ça peut même aller jusqu'à baisser la quantité d'eau dans le liquide amniotique dans le placenta. Mais pour une femme qui souffre d'une oligoamniose, c'est-à-dire un excès d'eau, lui devient le meilleur fruit, la meilleure plante, le meilleur légume qu'on pourra donner. Alors l'autre raison que je vais dire sur les alimentations, c'est quoi? C'est que en début de grossesse, et vous ne devez pas consommer beaucoup de légumes surtout. Elle le disait tout à l'heure.
Parce que ils sont très riches en vitamine E et les vitamines E chauffent le sang. Wow. Les vitamines E chauffent le sang. Je prendrai un exemple palpable pour dire, regardez par exemple une fille qui saigne. Si elle mange des légumes, son saignement sera plus abondant et plus prolongé. Même les sucreries. Oui. Même les jus de fruits. C'est la même raison pour laquelle en début de grossesse, vous ne devez pas prendre. Parce que dès que le sang chauffe, parce que dans le développement du fœtus, lorsqu'il y a nidation, est réglé à une certaine température. L'enfant est comme sur une corde de guitare. Les moindres vibrations peuvent faire basculer en haut ou en bas. Voilà pourquoi des éléments comme les acides de base, vitamine E, vous ne devez pas vraiment en consommer. Par contre, la vitamine E qu'on trouve par exemple dans les betteraves sont les éléments qu'on va beaucoup plus encourager. Au début de grossesse. Au début de grossesse, puisque tout en même. Puisque la grossesse consomme beaucoup, il faut beaucoup de sang pour le développement de l'enfant, pour que le tube neural se forme, pour qu'il n'y ait pas des malformations congénitales. Vous devez consommer beaucoup de betteraves. Voilà, des betteraves qui sont tomates, qui sont très riches en vitamine E et en acide folique. Vous devez en consommer maximum, tout le temps, tout le temps. Ce qu'on prescrit à l'hôpital n'est pas toujours l'original, mais ce que la nature vous donne est souvent très bien. Donc voilà. Non, vous le dites ainsi, les firmes pharmaceutiques ne vont pas vous louper, hein, parce que c'est un gros marché. Quand vous demandez aux femmes, oui, de ne plus d'aller en pharmacie, non, avec tous ces sirops-là qu'on nous prescrit. En fait, ce qui est vrai au Cameroun, c'est quoi? C'est que généralement, avec l'avis du médecin ou non, les femmes en consomment, sans même vous demander. Bien sûr. Donc, c'est pas moi aujourd'hui qui suis en train, je sais pas moi qui dis ça. C'est comme ça. Et au Cameroun, on vient de légaliser la médecine traditionnelle, donc ce n'est plus quelque chose de pénalement condamnable. Je vais poser une question qui semble banale, docteur Karine et docteur Djoko, c'est-à-dire que madame Bokam. Est-ce qu'on peut prévenir une fausse couche? Est-ce que c'est possible? Bon, moi je dis oui, on peut prévenir la fausse couche. Pourquoi? Parce que toutes les causes, c'est un peu comme les mesures de prudence en fait. Si on vous dit par exemple l'excès d'alcool n'est pas bien pour la femme enceinte et que vous vous retrouvez enceinte, vous arrêtez. Ça c'est déjà une prévention. Donc du coup moi pour prévenir la fausse couche, il faut déjà d'abord réduire le stress. Parce que le stress aussi c'est un facteur très gênant. Parfois tu te retrouves enceinte, l'homme est démuni, vous avez tout. Il te dit qu'il ne veut pas de cet enfant. Non, parfois il a vraiment besoin de cet enfant, mais sauf que les charges, c'est pas facile pour lui, il se lève, il s'en va, il ne trouve rien à manger. Vous-même, vous avez parlé de la conjoncture actuelle, donc c'est pas évident. Parfois, le bailleur est à tes pieds, parfois. Et tout ce stress-là, c'est la femme qui endure. Lors de peut-être sa grossesse, si elle stresse beaucoup, ça peut vraiment faire effet sur le bébé. Donc du coup, moi je peux dire, pour prévenir déjà les fausses couches, il faut déjà réduire ou limiter déjà limiter déjà les rapports entre mari et femme. Quand je dis limiter, c'est pas d'arrêter, mais juste savoir, si vous avez pour habitude de faire les rapports sexuels 7 fois par semaine, allez même au moins à 3, le temps que les 3 premiers mois les 5 premiers mois de grossesse passent. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi le fait que aujourd'hui on a constaté la femme enceinte s'assoit beaucoup, ce qui n'est pas normal. Quand tu t'assois beaucoup, pourquoi? Parce qu'elle est toujours sur l'ordinateur, soit le téléphone, et vous voyez les rayons X peut-être de l'ordinateur, ça joue un impact chez le bébé, donc c'est très nocif pour le bébé. S'il y a moyen de réduire cela, c'est une bonne chose. Il y a aussi le fait d'avoir les animaux domestiques à la maison. D'autres le prennent comme un luxe. Genre, moi j'ai ma petite chatte là, elle vient des États-Unis. Le chat qui entre partout dans les assiettes. Eux, ils oublient que là-bas, il y a comment on appelle même les petits chiens là, ils ont les noms. Les caniches. Oui, chez eux là-bas, chez les Européens, il est suivi, chaque fois il est chez le vétérinaire. Mais ici, on ne le fait pas. Parfois, il est toujours en train de manipuler le chat à chaque fois et tout et tout. Bon. Tout ça peut créer aussi une fausse couche chez la femme enceinte. Donc, il y a tous ces facteurs qui entrent. Elle peut aussi en même temps voir quel sport. Parce que la majorité, quand elles sont enceintes, surtout les jeunes mariés, nous avons ça chez nous chaque fois. Quand elle arrive peut-être dans ses 3 premiers mois de grossesse pour une CPN, on lui dit mais c'est quoi ça? C'est quel poids que tu prends comme ça? Directement, elle commence à être psychologiquement frustrée. Et non seulement ça, il y a aussi même les époux. Moi je t'ai connu, mais c'est quoi ça? À peine tu as 4 mois de grossesse, regarde à quoi tu ressembles. Elle va se mettre elle se met directement au sport sans avoir consulté un coach sportif pour femmes enceintes. Donc du coup il y a tout ça. C'est un peu tout ça qu'il faut faire, il faut prévenir et déjà savoir quel est le type de sport approprié et tout.
Mais donc, vous allez être d'accord avec moi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, la nouvelle tendance. Les fausses couches dans les hôpitaux, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui avec les femmes? Alors, d'où la question, est-ce qu'on peut les éviter? La recrudescence est palpable dans les hôpitaux et même dans les centres de santé. Oui, les chiffres, les derniers chiffres de l'OMS sur les fausses couches montrent que 12 à 15% des femmes qui sont enceintes n'arrivent pas à terme. Ne traversent pas le deuxième trimestre de grossesse. Voilà. Et dans des zones tropicales comme en Afrique, sous-développement, entre guillemets, la prévalence. On n'a pas besoin de dire entre guillemets, nous sommes... Bon, alors, on peut prévenir les fausses couches. On peut prévenir les fausses couches. Le premier conseil que je donne à toutes les femmes, c'est que avant de porter une grossesse, il est important de l'avoir désirée. Psychologiquement. Aspect psychologique. Parce que dans les 15% des femmes qui font des fausses couches, vous devez voir que plus de 90% sont des grossesses indésirées et seulement 10% sont des grossesses où les femmes ont désiré et qui vont répondre à certains critères. Donc il est important que les femmes désirent les enfants qu'ils veulent accoucher. Première des choses. Deuxième des choses, quand vous tombez enceinte, dès que vous suspectez seulement que vous êtes enceinte, commencez immédiatement les visites. On dit que c'est après 3 mois, non? Ah, mais malheureusement, supposons que le chlamydia, une infection à chlamydia, soit à l'origine de votre fausse couche. En commençant la visite prénatale tôt, on aurait découvert et qu'on vous aurait mis directement sur traitement pour éviter. Ça, c'est à la camerounaise. On dit que, qui a dit? L'OMS dit on a environ 8 à 9 CPM par grossesse. Donc 8, dès le premier mois, vous devez commencer. Vous commencez. Parce que c'est à ce moment-là qu'on pose les bornes de ce que vous allez vivre psychologiquement, émotionnellement, socialement, physiologiquement. On vous prépare à tout ça au premier mois. De telle en sorte que ce qui doit arriver, vous saurez que non, le médecin m'a déjà préparé par rapport à ça. Vous devez commencer vos visites prénatales très tôt. Parce que c'est lors de la visite prénatale qu'on balise tout le terrain. C'est pour ça que je mets l'accent là toujours. Vous allez voir, quelqu'un elle commence à avoir mal au ventre avant de courir à l'hôpital. Parfois il est à ta. Où est ton dossier médical? Elle n'a jamais commencé les visites. Elle attend 3 mois. Alors qu'on aurait pu anticiper si elle avait commencé les visites prénatales un peu plus tôt. Donc, à partir de là, on peut prévenir. Maintenant, les femmes doivent également s'impliquer. La plupart des femmes sont paresseuses. C'est-à-dire qu'une femme porte quelque chose en son sein, mais elle ne s'intéresse jamais sur la grossesse. Par exemple, lire, s'informer, comment est-ce que ça se passe la grossesse, j'entends qu'il y a eu tel problème, comment est-ce que ça se passe. Le fait de s'informer va vous donner la clé pour vous orienter, pour choisir un médecin en fonction de l'attente que vous voulez de votre grossesse. Parce que ça sert donc à quoi? D'aller chez médecin A, il n'est pas à la hauteur, médecin B, il n'est pas à la hauteur, médecin C, il n'est pas à la hauteur. Alors que si vous avez eu un background, une base de données, vous auriez, en fonction du profil du médecin que vous avez, vous devez donc savoir que voici celui qui répond à mon besoin spécifique. Alors, il est 11h passé de 15 minutes. On va prendre quelques réactions des téléspectateurs d'entrée de jeu. Je vais faire un coucou à Joséphine Kamgen qui nous regarde depuis l'Allemagne sur le digital. Alors, à toutes les dames, les immatures de 2.0, je vous fais un coucou. Je vais penser encore à Winaël ce matin, à Merveille. Je vais penser à Queen Chimie qui nous regarde depuis l'Égypte ce matin. Alors, les dames sont connectées comme tous les matins sur votre programme favori Monde de Femmes. Alors avec vous aujourd'hui, nous parlons des fausses couches, définition, causes et symptômes. Nous brisons le tabou sur la télévision du Monde ce matin. Bonjour, je suis beaucoup Monde de Femmes. Je voulais savoir un truc. Ma femme est à 5 mois de grossesse. Je voulais que Madame Bokam me donne les fruits que la dame peut consommer. Moi, c'est Philippe depuis Douala. Je prie de prendre mon message en compte. Madame la présentatrice, je pense que votre message a été pris en compte. Bonjour à vous sur le plateau. Les personnels soignants font beaucoup pour nous, mais 70% d'entre eux n'ont pas choisi ce métier par vocation, mais par amour de l'argent, raison pour laquelle partout dans les hôpitaux, pas d'argent, pas de soins, d'où une série d'examens. Je pense que la personne est rentrée dans le coup de gueule de Youyou. Bonjour tout le monde et merci au docteur
aux deux docteurs pour les explications, mais j'ai une préoccupation. Le mois, je saigne et les autres mois prochains, je ne saigne pas. Et je ressens des douleurs au bas-ventre. Cela peut-il nuire à ma conception à la longue? Et quelle est la cause de ça? C'est Sandra depuis Ndiki. Moi, je vous conseillerais d'aller à l'hôpital. Alors, ou alors d'entrer en contact avec Sandra, avec Karine, je voulais dire. Bonjour à toutes les femmes du plateau. Je voudrais juste poser une question à ces médecins. Pourquoi quand on part à l'hôpital, on nous dit de ne pas nous puger? Or, avant, ça ne se passait pas comme ça. Alors vous allez répondre à la question tout à l'heure. Bonjour sur le plateau. Pour moi, il y a trop de fausses couches de nos jours. On cultive la nourriture avec les remèdes. L'élevage, on donne les produits au poulet. 3 mois, on te dit que c'est un poulet de 3 mois. Tu ne peux pas croire. On met sur le marché. Voilà la cause des fausses couches. C'est Biliol depuis la ville de Limbe qui réagit ce matin. Bonjour mes très belles dames et messieurs. Miss Nono, s'il te plaît, demande à docteur Karine si la femme peut accoucher et prendre de l'eau extrait du cou de girofle. Alors vous allez répondre tout à l'heure. Elle voulait dire de l'eau qu'on a extrait du coup. Voilà. Bonjour madame, par rapport au problème de la dame, je pense que la première fausse couche n'a pas été bien encadrée étant donné qu'elle nous fait savoir que son registre est négatif. Elle n'a pas pris l'anti-D après la fausse couche. C'est madame Captué depuis Douala qui réagit ce matin. Merci à vous madame Captué pour votre message. Bonjour à vous, vraiment merci pour tout. J'ai bu un jus d'ananas, pourtant j'étais en attente de 2 semaines et même le raisin aïe et j'ai pris les mêmes raisins. Merci Miss Nono, merci docteur. L'ignorance nous tue. Bonne journée à tous. Merci infiniment. Vous n'avez pas à pleurer, hein, madame. Comprenez juste qu'à partir d'aujourd'hui, tant que votre grossesse n'a pas franchi 5 mois, vous n'avez plus le droit de prendre du raisin, du jus de raisin, de l'ananas, voilà, la papaye également. Ces 3 fruits. On a parlé des ananas, du raisin et des papayes. Bonjour les belles dames sur le plateau. Parlant des examens, ces gens-là exagèrent vraiment. Mon fils est né avec les yeux jaunâtres et le pédiatre m'a donné une liste d'examens d'une valeur de 40 000 francs. Et quand je suis sortie de là, une maman m'a interpellée et me demande de m'asseoir sous le soleil du matin avec lui. Je l'ai fait et au bout de 4 jours, ses yeux se sont éclaircis. C'est Stéphanie depuis Coton. Ah, ça veut dire que vous confirmez? Oui, je confirme. C'est normal. On appelle ça? Merci. Une carence en vitamine D en fait. Bonjour Miss Nono, merci pour la thématique de ce jour. J'ai une grossesse de 4 mois et j'ai de temps en temps très mal au côté droit de mon ventre et après jusqu'à 3 échographies on ne voit rien. Il y a 1 an j'avais eu un kyste ovarien à cet endroit et on avait résolu le problème à l'hôpital. Quel examen je dois encore faire pour éviter une fausse couche? S'il vous plaît, je suis à ma première grossesse, donc vous comprenez que la dame elle est stressée. On va revenir vers vous tout à l'heure. Bonjour Miss Nono et à toutes les panélistes. J'ai eu ce problème de fausse couche. Mon deuxième enfant, j'ai failli faire une fausse couche. Je saignais abondamment pendant 4 jours et la couleur du sang était marron. On m'avait interdit toute activité sexuelle, même les travaux domestiques. Grâce à Dieu, le saignement s'est arrêté et mon fils a aujourd'hui 3 ans. L'année dernière, j'ai fait une fausse couche et ça fait franchement mal. C'est madame Bicolo depuis Figuil. Beaucoup de courage à vous, madame Bicolo. Alors un autre message qui dit simplement bonjour madame Miss, nous également on vous dit bonjour. Bonjour Miss Nono et ton panel, s'il te plaît, je voulais poser une question au docteur. J'ai ma fille qui a une première grossesse au dernier mois, on constate que l'enfant est mort dans le ventre. Deuxième grossesse, l'enfant est né, le lendemain il meurt. J'apprends après que le père est du Rhésus O et la mère est Rhésus O-. Est-ce la cause? Donc, ah bon? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais le père Rhésus O quoi? Attendez, je crois que c'est O plus 8. Elle dit le père est du Rhésus O plus et la mère est Rhésus O-. Alors est-ce la cause? C'est madame Désis depuis Yaoundé qui pose la question. Oui, c'est vrai, c'est normal que ce soit ainsi. Parce qu'elle est prédominante. Bonjour madame, est-ce que certaines maladies peuvent être la cause des fausses couches? Elle parle du mal de ventre et paludisme. Je pense que on a répondu à cette question. Bonjour Miss Nono et à tout le panel. Courage à toutes les femmes et à tous les couples qui passent par des fausses couches. Que Dieu vous donne des enfants et qui vous bénisse. C'est Audrey depuis Village dans la ville de Douala. Quelqu'un d'autre nous dit simplement bonjour. Nous aussi on vous dit bonjour madame. Bonjour les beautés. Moi j'ai fait une fausse couche à 3 mois. Miss Nono, elle n'a pas dit plus hein. Bonjour à vous en studio, juste demander au docteur si pour une première part, est-ce que tous les examens prescrits sont obligatoires? Je venais de dire ici quelle était la liste des examens prescrits. En fait, c'est autour de 12, c'est pas plus. Donc, c'est autour de 12. J'ai cité tous les examens. Oui. Il est important de le faire, surtout quand vous commencez à peine votre maternité. Oui, elle a dit que c'est la première grossesse. Oui, encore plus
il est strictement important de le faire. Les autres, vous pourriez négliger. Mais si vous échouez ici, vous pourrez courir le risque d'échouer sur toutes les autres grossesses. C'est mieux de le faire pour la première fois. Même sur les autres, vous allez tricher, mais faites-le au moins pour la première grossesse. Bonjour Miss et à tout ton panel. Vraiment, vous êtes tous super sur le plateau. Pour le coup de gueule, vraiment Miss Nono, vous parlez des factures. Il faudrait d'abord qu'elles soient visibles même. Mais le plus surprenant, c'est le montant à payer qui gêne généralement dans les hôpitaux. Alors bonjour Miss Nono et à toutes les femmes sur le plateau. Maman Youyou, aujourd'hui tu as pu se déranger avec ta perruque sur la thématique du jour. Les hôpitaux exagèrent vraiment trop. C'est Ghislaine depuis la ville de Yaoundé qui a réagi ce matin. Un autre message. Bonjour madame, quelles sont les différentes positions à prendre pendant un rapport sexuel chez une femme enceinte? C'est Stéphane depuis Douala. Je pense qu'on a répondu à cette question, Stéphane. Bonjour, pour faire le test de grossesse, il faut combien? S'il vous plaît, vous n'allez pas également nous réduire à ces genres de questions aussi élémentaires. Bonjour à tous sur le plateau, très belle thématique. J'ai eu un cas de fausse couche motif rubéole. J'étais à 2 mois, on m'a parlé d'œuf blanc. Merci donc pour vos conseils. C'est Marie qui réagit ce matin. Alors Marie, c'est nous qui vous disons merci d'être connecté LTM ce matin encore. On va prendre d'autres réactions. On aura 2 pauses pour la lecture des SMS, rassurez-vous. Ce message nous dit... Bonjour chères dames et messieurs, je voulais juste savoir si une femme peut tomber enceinte même si elle n'est pas en sa période d'ovulation. C'est Marie depuis Foulane qui réagit ce matin. Est-ce que c'est scientifiquement possible? C'est pas possible. Un autre message, bonjour et merci pour vos conseils. Votre émission est fiable, merci. C'est Martin depuis qui aussi qui réagit ce matin. Merci. Merci Martin. Alors si nos efforts sont appréciés par vous, je pense que c'est la plus belle des récompenses et c'est le plus grand des salaires. 6,90, 87, 81, 62 ce matin. Nous parlons de fausses couches, définition, cause, symptômes, mais surtout brisons les tabous. Alors les réponses, les préoccupations des panélistes. Il faut lancer les questions parce qu'elles étaient tellement nombreuses. Ouais, c'est vrai que... moi je vais déjà répondre à la question de monsieur Philippe qui était de savoir quels fruits sa femme peut consommer. Oui. Bon, Philippe, déjà, je vais te recommander d'abord de demander à ma madame de s'hydrater beaucoup. Elle doit boire beaucoup d'eau, c'est très important déjà pour la santé du bébé. Elle doit consommer les fruits comme je l'ai cité tantôt, l'avocat, la banane mûre, les oranges, les pastèques, quoi d'autre. Elle va aussi consommer beaucoup de bouillon, poisson surtout. Les poissons maquereaux parce qu'on a beaucoup d'oméga 3 et d'autres vitamines, oui. Les goyaves aussi, justement sans oublier la carotte aussi. Oui, les carottes, les goyaves, les tomates, oui. Ce sont des fruits, des poivrons également. Sont très importants dans... Parce que vous me fascinez, parce que c'est comme... Oui, c'est important. C'est ce que j'apprends aux enfants. Voilà. Nous avons... Aux enfants, je l'ai appris. Voilà. Et je l'applique au maximum. Maintenant, il y a monsieur... Et pour les dames qui ont souvent généralement les nausées, genre elle ne peut pas sortir en public parce qu'elle a toujours les boîtes et tout, moi je vous recommande la banane très tôt le matin. Alors la banane à jeûne. Oui, la banane mûre, dès que tu prends ça directement, ça réduit, voire même stopper les nausées et vomissements le matin. Il faut leur préciser que la banane se prend avec la fibre. Parce qu'elle ne touche pas la banane, elle enlève la fibre là, puisque c'est cette fibre. Justement, la fibre là est très importante, oui. Qui retient la salive. Pas bien, oui. C'est ça qui est important, oui. Parce que les fibres là, l'enfant a non seulement l'enfant en a besoin, mais elle-même elle en a besoin. Parce que c'est une question d'hormone. C'est quand elle enlève ces fibres là que ça devient constipant. Oui, c'est ça. Qu'elle enlève pour jeter qui cause donc problème. Oh là là. Voilà, et il y a le monsieur qui posait la question de savoir est-ce que c'est l'incompatibilité des groupes sanguins. Oui, la dame, c'était la maman qui s'inquiétait pour sa fille, qui a d'abord eu un enfant qui est mort, c'est-à-dire qu'à l'ADN, il qui est mort dans le ventre, et un autre qui est décédé le lendemain, c'est-à-dire de sa naissance. Voilà, et au départ, j'ai commencé mon propos en disant ainsi que j'ai insisté sur la compatibilité des couples comme étant le premier facteur. Alors, je revenais maintenant le deuxième aspect de cette compatibilité pour parler des groupages sanguins. Vous voyez, quand vous êtes un O+, ça veut dire que, quelle que soit la partenaire avec qui vous allez faire l'enfant, qu'elle soit A, B ou AB, elle doit être plus. Ou alors, si tu es au moins, il faudrait que ton partenaire lui aussi soit moins. Moins, oui.
C'est donc là mon problème. Il faudrait que ton partenaire ça entend le deuxième aspect. Pourquoi? Parce que au moment de l'accouchement, pour une femme, puisque c'est la femme qui porte 80% du patrimoine génétique de l'enfant qu'elle va donner, tandis que le père n'influence que sur à peu près 25%. Alors, au moment de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a rupture du cordon ombilical, les antigènes de l'enfant vont interpréter la prochaine grossesse comme étant un ennemi. Si je peux dire en langage simple comme ça. Ils vont directement produire des substances pour détruire cet enfant-là. D'où les mots, certaines qualités de fausses couches dues par exemple à l'incompatibilité des groupes sanguins. Maintenant, la médecine a évolué. Ce qui fait que lorsque vous avez commencé votre grossesse tôt, votre visite prénatale tôt, au moment de l'accouchement sur la table, il y a ce qu'on appelle l'anti-D. C'est un produit qu'on vous injecte en pharmacie pour vous donner la possibilité, pour faire en sorte que la prochaine grossesse, votre corps ne puisse pas l'interpréter comme étant une menace et le rejeter. On vous administre ça sur la table. On a environ 72 heures maximum pour l'administrer. L'anti-D. Donc, c'était bon que vous le sachiez. Mais ce qu'on nous a aussi expliqué, c'est que généralement, c'est ici chez nous, parce que les familles négligent un peu ça, que même quand c'est l'avortement, oui, jusqu'à que même quand c'est l'avortement, donc il faut qu'on volontaire ou pas, volontaire ou pas, à chaque injecter l'anti-D. Bien sûr. Mais sauf que personne ne nous dit ça, on ne connaît pas, parce que je sais pas. Moi, je ne te coupe pas. Moi, je vais revenir à ta question. Pourquoi? Parce que il y a les femmes, on demande parfois, même après la naissance, de faire un petit bilan aux enfants. C'est très important. Vous allez voir, on va vous demander dans le petit bilan de l'enfant, le palu. Vous allez voir, c'est du nouveau-né, le paludisme, la CRP, la numération et voire même le groupe sanguin. C'est pour limiter tout ceci. Parce que généralement, les femmes disent, pourquoi je dois faire la numération sanguine? J'étais enceinte, j'ai pris les faits, j'ai accouché. Pourquoi le bébé? Elle oublie que le bébé se nourrit de son sang. Et le bébé là peut aussi être en manque quand lui il sort. Elle dit, mon bébé n'a pas été piqué par la nouvelle femelle pour qu'on parle du paludisme. Non, ce n'est pas toujours ça. Donc c'est très important, ces petits bilans qu'on fait souvent. Certes que d'autres exagèrent, mais sinon, le bilan du nouveau-né, ce sont les trucs de moins de 10 à 15 000. Ça dépend de où on a accouché. Mais sinon, c'est très important, surtout au niveau du groupe sanguin. Parce que plusieurs filles aujourd'hui, les femmes en souffrent pour ce problème d'infertilité, alors que le problème a été négligé depuis la base. On aurait dû découvrir que c'est un résus. Je vous assure que pour une maman qui a un bébé, peut-être d'un résus négatif, directement on met ça au pic rouge sur ton carnet. Madame, rassurez-vous, votre bébé a tel problème. Quand tu grandis avec, ça fait que... Même si tu es enceinte, tu vas d'abord le dire à ta mère. Même si c'est une fausse couche, même si c'est une grossesse que tu as désirée et que c'est directement l'anti, il est bien vrai, l'anti au Cameroun, c'est pas... Ça pas le jeu, oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, c'est 35 à 50 000, c'est vraiment cher. Mais on néglige, on dit AK. Mais à la longue, ça nous crée beaucoup de problèmes. J'ai une amie au Canada qui a un bon mari, mais qui n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte à 17 ans. Elle n'a jamais su qu'elle était d'un groupe sanguin résus négatif. Elle a eu son truc avec l'aide de ses copines. Bois ceci, elle a bu, elle a fait sa fausse couche. Mais aujourd'hui, elle a un bon mari, elle est au Canada. On a fait tous les examens. Demain, elle était au pays. Elle est arrivée chez moi, elle me dit, j'ai déjà tout fait, j'ai tout fait. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à concevoir. Je lui ai posé une seule question. Tu connais ton groupe sanguin? Aka, je ne sais pas, ça doit être O+, ou je ne sais pas, je dis non. Il faudrait qu'on te fasse au moins le groupe sanguin, ça ne coûte pas cher, c'est 1000 francs, 1500 francs. On a fait le groupe sanguin, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Donc c'est une façon de dire que oui, un truc minime vraiment. Le groupe sanguin, c'est un truc qu'on ne doit pas négliger. Pourquoi? Parce que même nous, adultes, en marchant, on peut avoir un accident. Et qu'il faut une transfusion. Oui. À l'instant, on va pas aller faire... Vous êtes de quel groupe sanguin, madame? Moi, par exemple, je suis au plus donneur universel. Il dit, je suis donneur universel. Alors, qu'est-ce que j'ai allé directement à telle clinique, chercher le sang, et ça passe. Vous allez voir le temps d'aller techniquer, aller chercher le donneur et tout ça. Vous voyez, c'est pas normal. Donc, c'est un truc que... Même si tu parles, moi, je parle avec ma bouche. Donc, c'est très important. Le groupe sanguin, comme le docteur a dit, doit être comme un porte-monnaie pour nous.
Ça doit être une carte d'identité parce que encore avec l'électrophorèse, on va accoucher les bébés, grippano et tout, mais le groupe sanguin est très important parce que on ne sait pas comment le bébé va arriver. Vous pouvez avoir peut-être une rupture utérine, vous pouvez avoir un décollement placentaire et qu'après l'accouchement, on a un saignement dont on ne peut pas arrêter. Il faut une transfusion sanguine et que vous êtes sur la table, il vous faut une transfusion. On ne connaît pas votre sanguin. Et s'il n'y a pas le laboratoire à l'instant T, nous sommes en train de parler, vous voyez, vous pouvez rendre l'âme comme un jeu. Donc, vraiment, le but de cette émission, c'est de nous sensibiliser vraiment les mamans, tous les examens qu'on vous prescrit. Essayez déjà de savoir l'importance de ces examens avant non, je pense qu'on a tout dit ce matin, limiter, hein, avant de limiter ces examens. Parce qu'on dit, ceci n'est pas important, il n'y a pas l'argent. Mais on oublie que ce qu'on a négligé aujourd'hui peut nous créer des problèmes demain. Et surtout aussi les prix de tous ces examens. Et surtout, j'aimerais particulièrement attirer l'attention des femmes sur la sincérité quand elles arrivent en visite prénatale. Sur la sincérité. Oui, madame, ne riez pas. Sur la sincérité, parce que parfois ces femmes nous jouent des sales tours et nous nous retrouvons surpris alors qu'on a posé la même question 2 fois. Vous imaginez, vous avez une femme. Quand on fait une visite prénatale, on commence par ce qu'on appelle la formule gravidique. C'est-à-dire qu'on doit calculer le nombre de grossesses qu'elle a eues. D'abord, quand vous demandez à une femme, madame, ça c'est ta quantième grossesse, elle dit c'est ma 2e grossesse, mais elle en a fait 4 avortements avant. Bon, maintenant, est-ce que quand on compte les grossesses qui ont donné les enfants? C'est pour ça que l'émission est la bienvenue pour sensibiliser. Même à la maison. Parce que quand vous ne nous dites pas, vous allez faire en sorte que nous n'évaluons pas la potentialité, la probabilité de faire d'autres problèmes. Il faut nous dire qu'on note. C'est un secret professionnel, c'est médecin, patient, dans une chambre. Non, mais vous parlez aussi souvent, donc la nouvelle génération. Non, nous sommes 2, non? Oui, je vous le dis. Mais sauf que le carnet est la 3e personne. Parce que comme je vous ai dit là, vous allez noter ça dans le carnet. Et entre-temps, je rentre avec le carnet à la maison. Est-ce que... Mon dossier devrait rester... Non, le dossier reste à l'hôpital. Voilà, devrait rester à l'hôpital. Mais si vous écrivez déjà ça dans le carnet, ça se passe dans c'est dangereux aussi. Non. Si quand vous dites ça, ça veut dire que vous remettez en question l'éthique et la déontologie que nous avons reçue. Non, mais je suis désolé, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais la vérité, c'est moi, je dis, c'est parce que... Quand on passe au rôle de l'hôpital, est-ce que tu vois celle-là? Je suis en train de dire ceci. En fait, ça, dès qu'elle finit, vous finissez avec la réception. Dès que tu passes au rôle, nous, à l'hôpital, fonctionnons avec les codes. Il peut y avoir des cas, je ne dis pas que ce que vous dites est vrai, mais quoi j'ai dit à la base, nous avons les médecins de maladie, nous avons les médecins de santé. La déontologie médicale. La différence, c'est que quand c'est l'argent qui vous intéresse, vous allez avoir ce genre de pratique. Voilà. Mais vous êtes médecin quoi? De maladie. Lui, il est médecin de santé. De santé. Lui, il est médecin de santé. Voilà, en fait, si vous êtes séropositif, on ne fera pas sur votre carnet sida. C'est un code que seul le laborantin et les personnels d'un certain niveau vont pouvoir comprendre de quoi il est question. C'est-à-dire que si je vous remets même votre bilan, même si votre mari prend, il ne saura jamais ce que j'ai écrit, si c'est par exemple le sida. Donc c'est pour ça que vous écrivez, on ne lit jamais. Donc. Non, ce n'est pas ça. Et s'il s'agit des codes, pour des maladies à sensibilité, on utilise des codes. Ah, merci. On utilise des codes. Maintenant, quand on prend la formule gravidique, si vous voyez par exemple G4, parité 2, 1, 1, 2, mais il faudrait que vous soyez du corps. Maintenant, ça veut dire quoi? Pour savoir. En fait, la gestité, ça veut dire que quand vous voyez G, ça veut dire que c'est le nombre de grossesses que vous allez avoir. La parité, c'est le nombre d'accouchements. Donc, G parité 3, on saura donc qu'elle a déjà eu après 3 accouchements. Si elle a eu une fausse couche, on mettra 1. Si elle a eu un avortement, on mettra 1. Le nombre d'enfants en vie, peut-être on mettra 2. Mais si vous n'êtes pas du corps, vous allez savoir qu'il s'agit de quoi. Quand même, nous avons quand même pris des prédispositions pour ne pas exposer le patient. C'est pour ça qu'on parle en code. Sauf qu'il y a aussi des gens qui maîtrisent et qui sont à la maison. En fait, c'est ça. Parce que je me souviens, j'arrive la dernière où je suis prise en charge par un stagiaire. Il était stagiaire. La dernière fausse couche ou le dernier enfant? Le dernier enfant. Le dernier enfant. Parce que la dernière fausse couche, je n'avais pas encore... J'avais attendu, vu que je traversais une zone de hausse turbulence. Et j'ai expliqué cette fausse couche-là par ce stress-là.
Moi-même, j'ai trouvé l'explication. Combien de mois? J'étais à 3 mois et demi. Oh là là. Bon, vous avez dit c'est madame qui est... Madame Lélé. Lélé. Madame Lélé, est-ce que vous savez que quand vous faites vos fausses couches, vous concevez après combien de temps? Les 5 premières ont été consécutives. Vous voyez, c'est pas déjà normal parce que l'OMS, oui, c'est pas normal. Lorsque vous faites une fausse couche, l'OMS, c'est 6 mois. Donc, vous allez décaler de 6 mois. Donner le donner se le temps reprogrammer. Oui, justement, et de se parce que... reconstituer. Non, quand je dis consécutif, ça veut dire que je ne suis pas en train de dire que j'ai fait une... Quand je dis consécutif, c'est qu'elles se sont suivies. Je sais que l'utérus, après le relâchement, a besoin d'un temps de repos. L'autre là, je le sais, du coup, moi-même, et même pour ma propre santé, quand je dis elles ont été consécutives, c'est parce que justement, après le temps de repos et le recontact avec, il y a encore eu un autre... Quand je parle, c'est pour sensibiliser aussi certains patients parce que il y a les gens qui viennent, j'ai fait 12 fausses couches, j'ai fait 14 fausses couches. Mais tu l'as donc fait comment? Non, ça ne par exemple, vous connaissez de quoi vous parlez, vous maîtrisez même votre corps déjà. S'il y avait même moyen de vous donner une médaille par rapport à cela. En même temps. Donc c'est une façon d'expliquer que les femmes généralement doivent savoir que on doit avoir une durée. Quand on fait une fausse couche, on a un temps, on a une durée. La durée, ce n'est pas seulement pour s'asseoir à la maison attendre. Parce que je ne vous mens pas. Une femme qui fait une fausse couche aujourd'hui a une probabilité de concevoir 2 semaines après. Parce que le corps a tellement besoin même de recevoir. Parce que lorsqu'on vous fait le curettage, donc c'est un peu comme les mamans disaient au village ou au quartier qu'on arrange bien la place du bébé pour que le bébé vienne. Ça veut dire que s'il y a eu n'importe quoi, on a essayé de racler. Parce qu'après ça, on vous prescrit des antibiotiques que vous allez prendre. Donc ça fait un nettoyage. Du coup, si vous n'êtes pas patiente, attendre que le corps revienne à la normale et tout, vous allez directement concevoir. Imaginez-vous, une personne qui conçoit, elle fait une fausse couche, 2 semaines après ou 1 mois, elle reconçoit, ainsi de suite. Vraiment, c'est pas évident pour vous que le bébé reste. Il y a les gens chez qui le bébé peut vraiment résister, mais d'autres pas. Parce que l'OMS dit c'est 6 mois minimum. Vous savez aussi que l'extraction de ces enfants-là, de ces grossesses-là ne sont pas toujours évidentes. Oui. Moi, je suis passée par des curetages, je suis passée par des sondages, je suis passée par l'aspiration. Quand je parle d'aspiration, vous imaginez un peu, non? Les douleurs sont à cause. Les douleurs sont les débris dans l'utérus, ça vous crée une infection. Vous savez, ça dépend aussi du nombre de grossesses. Je suis toute oui. Plus de 2 mois, vous allez avoir les débris dans l'utérus. Je suis toute oui. Mais sauf que vous dites à l'hôpital est différent de ce que les mamans nous disent au village. Oui, sauf que les organismes ne réagissent pas toujours de la même manière. C'est le moment de médecin de chercher. Mais quand tu veux mettre un peu la raison ou alors faire valoir le sacrifice de tes parents de t'avoir envoyé à l'école, tu deviens même aussi parfois ton propre problème. Parce que être aussi à l'écoute chaque fois que si tu ne prends pas, c'est parce que toi tu veux montrer que tu... Vous savez qu'il y a même des situations externes là qui ont eu un impact vraiment criminel sur la femme qui se pose des questions que malgré X, malgré Y. Même si on parle des faits mystiques aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que même ça aussi, ça existe. Il y a aussi un fort travail spirituel à mener. Outre le fait des pères éducateurs, que je pense aussi que vous êtes du domaine, vous pouvez faire des suggestions pour faire aussi le porte-à-porte pour la sensibilisation de proximité. Alors, salut, j'ai un problème depuis 5 de relations. Elle fait, bon, il voulait dire peut-être 5 ans. Depuis 5 ans de relation, elle fait toujours les fausses couches après 3 mois de grossesse. Et elle est à sa 4e grossesse. Que faire dans cette situation? C'est monsieur Donald qui réagit ce matin. Alors, il y a quelqu'un qui dit merci aux 2 docteurs sur le plateau pour les explications. Miss, vraiment, les fausses couches, c'est trop. Moi, j'en ai déjà fait 3. Moi, c'est madame Meukeko Florine depuis Bafoussam, merci parce que vous avez dit qu'on peut les éviter, mais comment? Parce que j'ai tellement évité ça sur la 3e et j'ai compris que c'est
Bon, je sais pas ce qu'elle dit à la fin. Bonjour Miss Nono, vraiment merci à Dr Karine pour l'astuce de la banane contre les nausées. C'est Jessica depuis Logbessou. Merci encore, madame sur le plateau. Bonjour, j'ai besoin d'une réponse. Je conçois normalement, mais à 7 ou 6 mois, ma tension augmente. Je passe au bloc. L'enfant a la vie sauve, mais après quelques jours, l'enfant décède. Aidez-moi, je suis au 3e enfant perdu. Okay. Voilà. Alors, il faut vérifier les reçus. Oui, il faut justement vérifier les reçus. La souche. Bonjour les belles dames, très intéressant le sujet comme d'habitude. S'il vous plaît docteur, j'aimerais savoir combien de temps après une fausse couche une femme peut concevoir à nouveau, je pense combien de répondre. Vous avez dit 6 mois. Un autre message, bonjour sur le plateau, comment faire pour concevoir une fille, merci. Un autre message qui nous dit ce matin, on ne va pas tenir compte de ça, un autre message qui nous dit bonjour à vous sur le plateau, merci de nous suivre. Quelqu'un d'autre qui dit bonjour à vous sur le plateau, ma question est de savoir ce qui se passe lorsque les deux partenaires sont d'un rhésus positif. Super. Alors, bonjour, comment vous a recommandé? Voilà, un autre message qui dit bonjour, je suis mariée depuis Yaoundé, je suis enceinte de 6 mois, mais je suis mariée depuis Yaoundé. Je suis enceinte de 6 mois, mais je suis constamment essoufflée et fatiguée. Je suis bien mes visites quand je fais un effort, j'ai des vertiges. Et alors que je prends bien mes remèdes de sang, Tata Mizono. Un autre message, bonjour sur le plateau, s'il vous plaît, donnez-moi les bonnes méthodes préventives de grossesse. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les messages, malheureusement. On ne pourra pas faire plus que ça. Bonjour tout le monde et merci au docteur pour les explications. Mais j'ai une préoccupation. Le mois, je saigne et les autres prochains mois, je ne saigne pas. Alors je pense que Sandra est revenue. Oui. C'est la dame qui disait que elle a mal, elle a des douleurs. Oui, et elle est enceinte. Oui, et elle est enceinte. Bon, je peux répondre à cette question. Oui, Sandra, déjà ton problème, vous avez parlé d'un kyste. Si elle a un kyste, peut-être le kyste est déjà méchant. Quand on dit un kyste qui saigne, ça veut dire, si elle saigne déjà, ça veut dire le kyste doit être méchant. Et c'est pas bon. Sur grossesse, un kyste, il faut vraiment un gynécologue qui va te suivre. Parce que dans ce cas, il faudrait qu'on sache déjà le volume du kyste. À quel niveau est le kyste? Pourquoi le kyste doit saigner? Pourquoi le kyste? Parce qu'on appelle souvent ça, le kyste se produit comment? On a souvent dans les ovaires ce qu'on appelle les follicules. Quand le follicule est déjà à plus de 30 cm, on appelle kyste. Mais au fur et à mesure qu'il évolue, il devient méchant, il se calcifie. Et il devient vraiment très méchant. Parce que lorsqu'elle perd du sang, c'est pas normal. Elle peut non seulement faire une fausse couche, elle-même, elle peut perdre la vie avec l'anémie. Donc, le cas de Sandra, vraiment, Sandra, il faut te rendre dans une clinique et avoir vraiment accès à un gynécologue. Oui, à un gynécologue qui doit vraiment prendre ton cas en charge. C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer, malheureusement, il faut qu'on s'arrête là. Peut-être qu'on reviendra la semaine prochaine ou le mois prochain selon votre disponibilité, docteur Bokam et le docteur Djoko. Alors, malheureusement, à mes amours, je vous en prie, on ne peut pas faire plus que ça avec des messages. Peut-être qu'on va vous répondre en off, donc je vais prendre la peine de vous envoyer. Il y a Sandrine, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle viendra accoucher chez toi. Elle dit qu'elle est à PK10 et que vous êtes tellement aimante qu'elle viendra accoucher chez vous. Alors, un autre message pour sortir, Youyou, dernier point de vue. Pour sortir, c'est que je vais dire, il faut que les mamans apprennent à amener les enfants à l'hôpital. C'est-à-dire que faire d'abord, même si, quand ta fille a même déjà ses menstrues là, vraiment il faut aller à l'hôpital parce que la grossesse ne prévient pas. Il faut aller à l'hôpital, faire au moins les 2 examens dont les docteurs ont parlé ici, c'est-à-dire l'électrophorèse et connaître le groupe sanguin. Les 2 là sont importants. Alors, Madame Lélé, un dernier mot. Je souris parce que Youyou a pris exactement ce que j'allais dire. Elle a lu dans vos pensées. Non, mais parce que je suis dans le je suis en fait. Oui, parce qu'en fait, c'était mon cours final, c'était ma parole finale, vraiment amener nos enfants, surtout les filles là, parce que les filles sont des porteuses vraiment prédominantes. Non, pas de vie, mais des porteuses prédominantes dans le facteur 8. Donc, surtout nos filles là, il faut les amener justement pour connaître leur état d'électrophorèse, c'est cher, mais en même temps, c'est combien? Alors, donc, pour sortir. Bon, pour sortir, je vais utiliser mon temps pour répondre à celui qui disait pourquoi est-ce qu'on ne demande pas se purger. Oui, ce n'est pas partout. Moi, par contre, je recommande le lavage barité parce que... mais à combien de mois?
Non, en fin de grossesse. Non, nous on parle du cas de fausse couche dans le premier trimestre, docteur. C'est pour ça que Oui, non, si c'est en début de grossesse, il ne faut pas. Parce que j'ai cru entendre qu'il posait une question d'ordre général. Il a dit qu'à la fin, généralement à la fin, on dit qu'il faut se puger, il ne faut pas se puger. C'est dans cet esprit que je lui répondais. Ça dit qu'en fin de grossesse. Oui, en fin de grossesse, il faut se puger. Ça participe de limiter les risques de souffrance fœtale, les risques d'allongement de travail et même les risques de césarienne. Parce qu'il y a beaucoup de césariennes qui se font du fait que l'enfant a été retardé par les selles séchées. Donc la constipation, j'encourage, et c'est ce que je fais, toutes les femmes doivent se puger en fin de grossesse. Alors, docteur Karine. Ok, moi, ce que je peux donner comme conseil aux femmes aujourd'hui... À la réalisation, 30 secondes, merci. C'est de beaucoup s'hydrater et de commencer ses CPN très tôt. C'est très important. Merci infiniment d'être venu. Merci au docteur Djoko, merci au docteur Bokam. On se dit à la prochaine édition parce que rassurez-vous, vous, ces deux experts, vous les aurez encore dans le cadre de cette production télévisée, toujours en ce qui concerne les problèmes de santé ou de reproduction. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Désolé pour les réactions, on ne pouvait pas tout lire. Merci à la réalisation qui a été clément, nous accorder 1 minute supplémentaire. On se dit à demain, portez-vous bien. Bye bye. Alors l'émission est en live.